L'hôtel Méridien Grand n'avait jamais été aussi lourdement gardé. Des lustres de cristal étaient suspendus au plafond vertigineux, déversant une lumière dorée et chaude sur le grand hall. Le sol en marbre noir poli reflétait les silhouettes de centaines d'invités vêtus de leurs plus belles tenues de soirée. Des roses blanches se dressaient dans de hauts vases de cristal. Des rubans d'argent s'enroulaient sur chaque table de banquet. Un groupe de jazz jouait des mélodies soyeuses sur la petite scène près de la piste de danse. Du whisky fin et du champagne coûteux coulaient à flot. Les rires résonnaient partout. Mais si l'on y regardait de plus près, cette fête ne ressemblait à aucun événement mondain ordinaire de Manhattan. Des hommes en costume noir se tenaient dispersés dans la salle. Leurs yeux ne cessaient de balayer la pièce. Leurs bras étaient croisés sur leur poitrine pour cacher la forme des armes sous leur veste. Des caméras de sécurité étaient fixées dans chaque coin. Chaque poignée de main échangée entre les invités n'était pas une simple salutation. C'était un vœu de loyauté passé en silence, car c'était la fête de fiançailles de Cale Thornton, le chef de la mafia le plus puissant de la côte est des États-Unis. À 37 ans, Cale avait transformé l'Empire Thornton. D'une organisation clandestine, il en avait fait un réseau d'affaires s'étendant de New York à Miami. Cela allait de projets immobiliers légitimes à des arrangements que personne n'osait mentionner en plein jour. Ce soir marquait un nouveau chapitre de sa vie. Ses fiançailles avec Priscilla Hargrove, la fille unique de Raymond Hargrove, le parrain de la mafia du Sud. Ce mariage n'était pas une question d'amour. C'était un accord pour unir les deux plus grands empires criminels d'Amérique. Des politiciens de l'ombre, des magnats de la finance et des courtiers du pouvoir dont les noms n'apparaissaient jamais dans les journaux. Ils étaient tous présents dans le Grand Hall ce soir. Les appareils photos n'étaient pas autorisés ici, mais chaque paire d'yeux dans la pièce était son propre objectif, enregistrant tout. Tout le monde souriait. Tout le monde levait son verre. Tout le monde offrait ses félicitations, sauf Cale. Il se tenait près du centre de la salle dans un smoking noir parfaitement taillé. Il tenait un verre de whisky qu'il avait à peine touché depuis près d'une heure. Sa posture était droite. Ses épaules étaient larges. Son visage aux traits nets portait le genre d'autorité qui faisait baisser la voix aux gens dès qu'ils s'approchaient de lui. Mais ses yeux gris et froids craints dont tout le monde interlope, gardaient une distance silencieuse que personne dans cette salle de bal ne semblait remarquer. C'était comme s'il se tenait au milieu de sa propre célébration, tout en regardant la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Priscilla se tenait tout près de lui, radieuse dans une robe carmin qui épousait ses formes. Ses cheveux sombres tombaient sur ses épaules. Des boucles d'oreilles en diamant brillaient chaque fois qu'elle inclinait la tête et riait avec un invité. Tout en elle était impeccable. De la ligne nette de son eyeliner à la façon dont elle posait une main légère sur le bras de Cale chaque fois qu'elle le présentait à quelqu'un. C'était comme si elle marquait son territoire. Elle se pencha vers lui, son sourire toujours éclatant, bien que sa voix soit devenue assez basse pour qu'eux seuls puissent l'entendre. « On dirait que tu assistes à un enterrement, pas à une fête de fiançailles, » dit-elle doucement. Cale força un mince sourire. « Je vais bien. » Mais sa voix était plate comme de l'eau gelée, sans une ride, sans la moindre trace de chaleur. Priscilla ne le remarqua pas. Ou peut-être fit-elle semblant de ne pas le remarquer. Elle s'était déjà tournée vers un nouveau cercle d'invités avec un sourire si éclatant qu'on aurait dit un interrupteur qu'on actionne. Gracieuse, confiante, puissante. Exactement le genre de femme dont la famille Thornton avait besoin. Exactement le genre d'allié que Raymond Hargrove attendait. Exactement le genre d'épouse que tout le monde croyait convenir à Cale. Mais Cale savait mieux que quiconque que ce qui se tenait à côté de lui était un arrangement commercial dans une robe rouge, pas de l'amour. Il prit une inspiration silencieuse et laissa son regard parcourir la salle. Les invités se tapaient sur l'épaule, riaient ensemble, échangeaient des promesses enrobées de sucre. Tout le monde l'admirait. Tout le monde le craignait. Tout le monde voulait se tenir près de lui. Il aurait dû se sentir satisfait. Seulement 2 ans plus tôt, sa vie avait été tout autre. Pas d'empire, pas de pouvoir, pas d'alliés. Seulement l'obscurité, le danger et une seule personne qui avait cru en lui. Une personne à laquelle il avait essayé très fort de ne plus penser. Il prit une petite gorgée de whisky et ferma les yeux. Mais la mémoire a sa propre façon de revenir au moment même où l'on pense avoir oublié. Cale ouvrit les yeux. Il avait besoin d'air.
La salle de bal commençait à lui paraître étouffante, bien qu'elle s'étende sur des milliers de mètres carrés. Il se dirigea vers le balcon, adressant de brefs hochements de tête à quelques invités en passant, mais sans jamais s'arrêter pour parler. Sterling, son garde du corps le plus loyal, le suivait à 3 pas derrière lui comme une ombre. Cale poussa la porte du balcon et sortit dans l'air froid de Manhattan. La ville s'étendait sous lui, des millions de lumières scintillaient, le son lointain des klaxons montait d'en bas. Il resta là un long moment, une main posée sur la balustrade, les yeux baissés sans vraiment rien voir. Puis il retourna à l'intérieur. En traversant le couloir qui menait à la salle de bal, il passa il passa devant la porte de la zone de service. La porte était légèrement entr'ouverte. De l'intérieur provenait le cliquetis de la vaisselle, les pas pressés du personnel de l'hôtel, puis une voix. « Laisse-moi porter ce plateau. Prends 1 minute pour te reposer. » Cale s'arrêta net. Ses pas se figèrent au milieu du couloir, tous les sons autour de lui. Le jazz provenant de la salle de bain, les éclats de rire vifs, le tintement des verres, tout cela se dissolut dans un silence. Seule cette voix demeurait, douce, un peu rauque, chaleureuse d'une manière qu'aucune autre voix au monde ne pourrait jamais imiter. La voix qui lui avait dit nuit après nuit, alors que la vie s'effondrait autour d'eux. Tout ira bien. Le cœur de Cale cogna une fois, puis sembla s'arrêter complètement. Il s'avança vers la porte entr'ouverte. Il ne la poussa pas davantage. Il regarda simplement à travers l'étroite ouverture. À l'intérieur de la zone de service brillamment éclairée, le personnel de l'hôtel se déplaçait rapidement entre des comptoirs en acier empilés de plateaux et de verres. Et là, au milieu de ce chaos tranquille de serveurs et de commis de cuisine, il la vit. Mado. Elle se tenait à côté d'un comptoir, soulevant un lourd plateau de champagne. Ses cheveux châtain clair étaient soigneusement tressés en arrière. Elle portait un simple uniforme noir et blanc, avec un petit tablier noué autour de sa taille. Son visage était plus mince que dans son souvenir. Ses pommettes étaient plus saillantes. Les yeux bruns et chauds qu'il avait connus étaient maintenant voilés par une profonde fatigue. La vie n'avait manifestement pas été tendre avec elle. Mais c'était toujours elle. Toujours cette feinte d'incliner la tête quand elle écoutait quelqu'un parler. Toujours cette façon d'offrir un petit sourire à un collègue, même si elle semblait épuisée jusqu'à la moelle. Toujours Meadow, la seule femme qu'il ait jamais vue, non pas comme un patron, non pas comme Cale Thornton, mais simplement comme un homme. Dans cette librairie de Brooklyn, cet après-midi-là, il y a longtemps. Puis elle se tourna légèrement pour poser le plateau, et Cale vit la chose qui fit s'arrêter le monde entier qu'il connaissait. Son ventre, très arrondi, elle était enceinte, sur le point d'accoucher. Le verre de whisky dans la main de Cale se serra jusqu'à se fissurer doucement. Il n'entendit pas le craquement. Il n'entendit rien. Tout, la musique, les rires, la machinerie du monde elle-même, disparut. Il n'y avait que les battements de son cœur, si violents qu'il pensa que sa poitrine pourrait s'ouvrir. Meadow avait disparu il y a 3/4 d'année. Pendant tout ce temps, sans un mot, sans un appel, sans une trace, elle avait disparu dans le néant comme si elle n'avait jamais existé. Et maintenant, elle était là, en uniforme de serveuse, portant des plateaux d'alcool à sa propre fête de fiançailles, son corps lourd d'un enfant presque prêt à naître. 8 mois. Le chiffre se répétait dans son esprit comme un marteau frappant le métal. 8 mois qu'elle était partie. 8 mois à porter un enfant. Le timing correspondait avec une perfection terrifiante. Des questions explosèrent dans son esprit comme des grenades. Avait-elle un nouveau mari? De qui était ce bébé? Ou une pensée l'emporta sur toutes les autres, comme l'obscurité avalant la lumière. Son enfant, Cale resta là sans bouger, regardant à travers l'étroite ouverture dans la salle de service. Meadow continuait de travailler, totalement inconsciente qu'à l'extérieur de cette porte, l'homme qu'elle avait quitté la regardait comme s'il voyait un fantôme revenu d'une autre vie. Sterling s'arrêta juste derrière Cale. Il suivit la ligne de mire de son patron, et à cet instant, Sterling comprit que le secret qu'il avait gardé pendant 5 mois venait de voler en éclats. Non pas parce que quelqu'un l'avait découvert, mais parce que le destin avait décidé que le moment était venu. Cale se tourna lentement pour regarder Sterling. Les yeux gris et froids du parrain de la mafia brûlaient maintenant de quelque chose d'encore plus dangereux que la colère. Sterling ne recula pas, mais sa gorge se serra visiblement alors qu'il se préparait à l'impact du regard de Cale, car il savait exactement quelle question allait venir.
Et cette question, ainsi que la réponse qui l'attendait, allait tout changer. Mais c'est l'histoire que nous raconterons la prochaine fois. L'air dans le couloir étroit se glaça alors que les fantômes du passé entraient en collision avec le présent. Un secret gardé pendant des mois venait de voler en éclats, et la tempête qui s'ensuivrait ne ressemblerait à rien de ce que l'Empire Thornton avait jamais connu. Restez avec nous, car ce que Cale fera ensuite changera le cours de leur vie pour toujours. Cale se tourna lentement pour regarder Sterling. Ni trop vite, ni trop lentement. Juste assez pour que l'homme debout derrière lui sente le poids de chaque milliseconde qui passait. Les yeux du chef de la mafia n'étaient plus froids. Ils brûlaient maintenant. Brûlaient de quelque chose de plus primal que la colère. Quelque chose que Sterling n'avait jamais vu en 12 ans passés aux côtés de cet homme. Cale ne cria pas. Il ne lui attrapa pas le col. Il ne sortit pas d'armes. Il ne prononça qu'une seule phrase. Sa voix était si basse que c'était presque un murmure. Pourtant, chaque syllabe atterrit avec le poids de la pierre. Tu savais qu'elle était là. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Sterling se tenait droit. Il ne recula pas, ne baissa pas la tête, n'offrit aucune excuse. Il hocha simplement la tête une fois, lentement, clairement. Un aveu. Le silence s'étira entre les deux hommes dans le couloir étroit derrière la salle de bal. De l'autre côté de la porte, la musique de jazz flottait toujours dans l'air. Les rires résonnaient encore. Les verres s'entrechoquaient toujours dans un rythme vif et insouciant. Mais dans ce couloir, l'air était devenu si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Cale fixa Sterling sans ciller. 12 ans. Sterling s'était tenu à ses côtés à travers des guerres sanglantes pour le territoire. À travers des nuits de fuite après que son père l'eût renié. À travers des négociations où la distance entre la vie et la mort reposait sur un simple hochement de tête. Pendant 12 ans, Cale n'avait jamais douté une seule fois de la loyauté de cet homme. Jusqu'à maintenant. Il voulait demander. Il voulait demander depuis combien de temps. Il voulait demander pourquoi. Il voulait demander si Sterling savait qu'elle était enceinte. S'il savait de qui était l'enfant. Si elle savait que chaque nuit, pendant sa longue absence, Cale était resté éveillé dans ce vaste manoir, fixant le plafond, se demandant où était Meadow. Si elle était vivante ou morte. Si elle pensait parfois à lui. Il voulait demander tout cela. Mais pas maintenant, pas ici. Pas à quelques mètres seulement de la salle de bal, où les yeux les plus dangereux d'Amérique observaient chacun de ses mouvements. Cale ravala chaque question avec sa colère. Il se contint avec chaque parcelle de contrôle qui lui restait. Et quand il parla de nouveau, sa voix était si calme qu'elle en devint froide. Garde la zone de service. Personne n'entre. Personne ne sort. Sterling hocha la tête une fois de plus. Il ne posa pas de questions. Il n'expliqua rien. Il savait mieux que quiconque que ce qui devait être dit serait dit. Mais pas maintenant, pour l'instant. Il n'avait qu'à obéir et prier pour que la tempête qui s'abattait sur eux n'emporte pas tout. Cale se retourna et s'éloigna. Chaque pas frappait le sol en pierre du couloir, régulier, mesuré, inébranlable. Bien qu'à l'intérieur de sa poitrine, tout se brisait. Il poussa les portes de la salle de bal. Une lumière dorée et chaude inonda ses yeux. La musique l'enveloppa. Les sourires de centaines d'invités se tournèrent à nouveau vers lui comme s'il n'était jamais parti. Priscilla se tenait près de la scène, parlant avec la femme d'un sénateur. Elle se tourna dès qu'elle sentit sa présence, son sourire s'épanouissant tandis qu'elle lui tendait la main. Cale s'avança à ses côtés, plaça une main à sa taille comme il le faisait toujours, leva son verre vers l'invité qui se tenait devant eux. « Merci d'être ici ce soir. » Sa voix était parfaite. Son sourire était parfait. Tout en lui était parfait, mais ses yeux étaient morts. Morts d'une manière que seule une personne qui les avait regardés 1000 fois aurait pu reconnaître. Priscilla ne le vit pas ou ne voulut pas le voir. Elle continua de sourire, de saluer les invités, de jouer la fiancée parfaite du seigneur du crime, le plus puissant de la côte Est. Mais Cale n'était plus là. Son corps se tenait au centre de la salle de bal scintillante, un verre de whisky à la main, épaule contre épaule avec la femme qui allait bientôt devenir son épouse. Mais son esprit était derrière la porte de service, où une femme mince aux cheveux bruns, en uniforme noir et blanc, portait des plateaux d'alcool avec des mains rugueuses. Son corps était lourd de l'enfant qui pourrait très bien être de son sang. Il prit une gorgée de whisky. Cette fois, il but vraiment.
Il but profondément, laissant l'alcool lui brûler la gorge dans l'espoir qu'il pourrait noyer l'amertume qui montait de sa poitrine. Mais l'alcool n'était pas assez fort. Rien n'était assez fort pour effacer l'image de Meadow dans cet uniforme, plus mince que dans son souvenir, plus épuisé que dans son souvenir, portant en elle une vie dont il n'avait jamais su l'existence. 8 mois. Le chiffre tourbillonna de nouveau dans son esprit comme un vent de tempête. Et puis, peu importe à quel point il résistait, la mémoire commença à le tirer en arrière dans le passé. Retour à un après-midi tardif à Brooklyn, retour à une petite librairie. Retour au premier son de son rire quand il avait renversé la mauvaise étagère. Retour au jour où sa vie avait changé pour toujours. 2 ans plus tôt, par un après-midi de fin octobre, Cale Thornton poussa la porte d'une petite librairie nichée dans une ruelle tranquille de Brooklyn. La clochette fixée au-dessus de la porte émit un petit tintement clair alors qu'il entrait. L'air à l'intérieur portait l'odeur du vieux papier et du bois de pin, et une douce lumière jaune tombait sur des étagères remplies du sol au plafond. Il n'y avait pas d'épaisse couche de caméras de sécurité, pas d'hommes en costume noir cachant des armes, personne ne baissant la tête quand il passait. Il n'y avait que des livres, le silence, et une jeune femme derrière le comptoir qui lisait un roman. Cale était venu là à la recherche d'une première édition de Gatsby le Magnifique, publiée en 1925. Le genre d'intérêt secret que pas une seule âme dans le monde interlope ne lui connaissait. Le chef de la mafia de la côte collectionnait des livres rares. Si un rival l'avait découvert, il lui aurait ri au nez avant d'essayer de le tuer. Mais à l'intérieur de cette petite librairie, il n'était pas un seigneur du crime. Il n'était qu'un homme à la recherche d'un livre. La fille derrière le comptoir leva la tête au son de la clochette. Des cheveux châtains clairs reposaient en un nuage doux autour de ses épaules. Des yeux bruns et chauds le regardèrent avec une curiosité ouverte, avec une aisance amicale, sans une trace de peur ou d'hésitation. Elle portait un pull couleur crème un peu trop grand pour elle, les manches retroussées jusqu'au coude, et son sourire vint si naturellement que Cale faillit oublier qu'il venait de sortir d'une réunion où il avait ordonné la destruction d'une opération rivale entière. « Bonjour, dit-elle, vous cherchez quelque chose de spécial ou vous ne faites que regarder? » Cale la regarda un instant, puis répondit simplement. « Première édition, Fitzgerald. » Elle hocha la tête et désigna les étagères de gauche. « Les livres rares sont par là. » Cale se dirigea vers la section qu'elle avait indiquée et laissa son regard parcourir les dos des livres, mais il ne trouva pas ce qu'il voulait. Il passa à l'étagère suivante, puis à celle d'après. Du comptoir, la voix de la jeune femme flotta jusqu'à lui, teintée d'un soupçon de rire. « C'est la section romance. À moins que vous ne cherchiez la version de Gatsby que Fitzgerald a écrite pour sa bien-aimée, vous vous êtes trompé d'étagère. » Cale se tourna pour la regarder. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait osé le taquiner? Il ne s'en souvenait pas. Dans son monde, les gens étaient soit effrayés, soit flatteurs, soit calculateurs lorsqu'ils se tenaient devant lui. Personne ne taquinait, personne ne lui souriait avec des yeux clairs et sans méfiance, comme s'il n'était qu'un client ordinaire se trompant d'étagère. Mais cette fille faisait exactement cela, et Cale, au lieu de se sentir offensé, sentit le coin de sa bouche se relever. Pour la première fois depuis très longtemps. Elle sortit de derrière le comptoir, le conduisit à la bonne étagère et sortit un livre soigneusement emballé. Pas une première édition, mais c'est une impression de 1934 et elle est en très bon état. Il prit le livre de ses mains et tourna quelques pages avec soin. Le papier avait jauni avec l'âge. L'encre portait le souffle léger de plus de 90 ans. Elle se tenait à côté de lui, silencieuse, observant la façon dont il touchait chaque page avec le genre de précaution que les gens réservent habituellement aux objets fragiles. « Vous lisez beaucoup ?» demanda-t-elle. « Quand je peux. » Livre préféré? Cale hésita. La question était si simple qu'elle semblait presque stupide. Pourtant, personne dans sa vie ne lui avait jamais posé cette question auparavant. « Alice Deden, Steinbeck. » La jeune femme sourit un peu plus largement. « Bon goût. » C'était tout, rien de dramatique. Pas de coup de foudre, pas de moment où l'on se regarde et où l'on sait que c'est le destin. Juste une brève conversation dans une librairie au crépuscule. Mais quand Cale sortit avec le livre à la main, il réalisa qu'il pensait à son sourire. Et il revint le lendemain, puis le surlendemain, puis la semaine suivante. Chaque fois, il avait une raison. Il avait besoin de ce livre. Il voulait poser une question sur celui-là.
Mais tous deux savaient que la vraie raison ne se trouvait sur aucune étagère. Meadow, il a pris son nom lors de sa troisième visite. Elle ne lui demanda jamais ce qu'il faisait dans la vie. Elle savait seulement qu'il s'appelait Cale, qu'il aimait les vieux livres, qu'il buvait du café noir sans sucre et qu'il avait l'habitude d'incliner légèrement la tête vers la gauche quand il réfléchissait. Pour elle, c'était suffisant. Leur amitié grandit entre les étagères vieillissantes. Ils parlaient de romans, de philosophie et des après-midi de Brooklyn, où la lumière du soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses. Meadow lui parla de son enfance, de la perte précoce de ses parents, d'avoir été élevé par sa grand-mère jusqu'à sa mort, puis de trouver son propre chemin à partir de l'âge de 18 ans. Elle parlait d'une voix douce, sans amertume, comme si elle avait soigneusement rangé sa douleur dans un tiroir il y a longtemps. Cale écoutait et réalisait que cette femme, qui n'avait rien d'autre qu'une librairie en location et un minuscule appartement au 5e étage, portait plus de paix en elle que quiconque il n'avait jamais connu. Et puis l'amitié devint quelque chose de plus profond. Il ne se souvenait pas du moment exact où la ligne s'était estompée. C'était peut-être la nuit où elle l'avait gardé après la fermeture et lui avait lu à voix haute un passage qu'elle aimait. Sa voix douce et chaude dans la librairie vide, la lumière dorée tombant sur son visage. Et Cale réalisant qu'il pourrait s'asseoir là et écouter cette voix pour le reste de sa vie. Mais il lui cachait tout. Elle le connaissait sous le nom de Cale, pas de Cale Thornton. Elle savait qu'il était dans les affaires, pas que ses affaires avaient été bâties sur le sang et les secrets. Il le cachait parce qu'il avait peur que si elle apprenait la vérité, ses yeux chauds se transforment en horreur et qu'il perde la seule chose au monde qui le faisait se sentir humain. Mais la vérité a une façon de se révéler d'elle-même. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux après un dîner dans un petit restaurant près du pont de Brooklyn, Cale réalisa qu'ils étaient suivis. 3 hommes. Leurs pas étaient trop mesurés, leur distance trop fixe. Ils appartenaient au clan Vasquez, de vieux rivaux qui voulaient voir si Cale Thornton avait une faiblesse. Et ils venaient d'en trouver une. Tout se passa rapidement. Sterling sortit de l'ombre comme un fantôme. 3 détonations sèches et 3 hommes s'effondrèrent sur le trottoir. Meadow se tenait là, les yeux grands ouverts, le dos pressé contre le mur de briques, fixant Sterling devant elle avec une arme qui exhalait encore la plus faible menace de fumée. Puis elle regarda Cale, et dans ses yeux, il vit la chose qu'il avait le plus redoutée. Pas de l'horreur. De la compréhension. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait qu'il n'était pas un homme d'affaires. Elle comprenait qu'il était quelque chose de bien plus dangereux. Pendant 3 jours après cette nuit, Meadow ne répondit pas au téléphone. Elle n'ouvrit pas la librairie. Elle ne répondit pas à ses messages. Pendant 3 jours, Cale resta devant la boutique fermée, regardant le panneau fermé accroché à la porte vitrée. Et pour la première fois de sa vie, le chef de la mafia de la côte a ressenti quelque chose qu'aucun ennemi n'avait jamais réussi à créer en lui. La peur de perdre quelqu'un. Puis, le 4e jour, son téléphone vibra. La voix de Meadow parvint à travers la ligne. Silencieuse, un peu tremblante, mais claire. « J'aime l'homme que tu es, Cale. Pas le nom, pas ce monde, juste toi. » Cale se tenait au milieu de son bureau, le téléphone pressé contre son oreille. Et à ce moment-là, il sut qu'il allait épouser cette femme, quel qu'en soit le prix. Cale épousa Meadow un samedi après-midi tranquille à la mairie de Brooklyn. Il n'y avait pas de salle de bal scintillante, pas de centaines d'invités, pas de groupe de jazz, pas de champagne coûteux. Il n'y avait qu'eux deux, un juge et Sterling comme témoins. Meadow portait une simple robe blanche achetée dans une friperie, ses cheveux bruns tombant librement sur ses épaules, un petit bouquet de fleurs sauvages dans ses mains que Cale avait acheté à un vendeur de rue à l'extérieur. Elle souriait si brillamment que Cale pensa n'avoir jamais rien vu de plus beau de toute sa vie. Il lui glissa une fine bague en argent au doigt. Pas de diamants, pas d'or, seulement une bague qu'il pouvait se permettre à une époque où aucun empire ne le soutenait plus. Et pour lui, c'était parfait. Mais le prix de ce choix arriva plus vite qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. La nouvelle du mariage se répandit dans le monde interlope en 48 heures. Brantley Thornton convoqua son fils au domaine familial pour la dernière fois. La réunion dura moins de 5 minutes. Cale entra et son père était assis derrière un bureau en chêne, le visage aussi froid que la pierre. Il ne cria pas. Il ne frappa pas du poing sur la table. Il ne prononça que 4 mots. « Tu n'existes plus dans le monde de la mafia. »
Être renié par son père n'est pas comme une simple querelle de famille. Cela ne signifie pas perdre de l'argent de poche ou voir ses cartes de crédit coupées. Cela signifie tout perdre. Le territoire que Cale avait autrefois contrôlé fut remis à quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Son équipe de sécurité de 20 hommes disparut comme si elle n'avait jamais existé. Ses comptes bancaires furent gelés. Les alliés qui lui avaient autrefois juré fidélité lui tournèrent de deux si rapidement que Cale pouvait presque entendre le vent de la vitesse de leur retraite. Et pire encore, Raymond Hargrove prit la rupture des fiançailles avec Priscilla comme une insulte personnelle. Il n'était pas du genre à pardonner. En une semaine, Cale reçut le premier message. Pas par téléphone, pas par lettre, par le sang. Louis et Meadow vivaient dans un petit appartement en périphérie du Queens, au 3e étage, avec de vieux escaliers qui gémissaient sous chaque pas. Un soir, alors qu'ils rentraient d'un dîner tardif, la porte de l'appartement était déjà ouverte. À l'intérieur, tout était intact, rien ne manquait. Mais sur le mur blanc au-dessus du lit, quelqu'un avait écrit avec du sang. Pas de père, pas de rien. Meadow se tenait au milieu de la pièce, fixant les mots. Et Cale vit ses mains trembler, pas légèrement, mais trembler si fort qu'elle dut s'agripper à l'ourlette de sa chemise pour le cacher. Mais elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle ne demanda pas d'explication. Elle se tourna simplement vers lui, les yeux humides, mais la voix ferme, et dit les mots qu'elle répéterait de nombreuses fois dans les mois qui suivirent. Tout ira bien. Ils déménagèrent cette nuit-là. Le nouvel appartement était plus petit, moins cher et dans un quartier pire. Cale commença à reconstruire à partir de rien. Mais dans le monde interlope, ne pas avoir de famille signifie ne pas avoir de filet de sécurité. Chaque accord qu'il essayait de conclure était saboté. Chaque connexion qu'il tentait d'établir était coupée par l'ombre de son père. L'argent se raréfia. Le danger grandit. Cale commença à accepter des boulots qu'il n'aurait jamais touchés auparavant. Des arrangements sordides avec des hommes dangereux, échangeant sa propre sécurité contre de l'argent pour payer le loyer et acheter de la nourriture. Il changea. Meadow le vit plus clairement que quiconque. L'homme qui lui avait autrefois souri dans cette librairie de Brooklyn ne souriait plus que rarement. Ses yeux portaient toujours l'obscurité, le genre d'obscurité née de nuits blanches et de décisions dont il ne lui parlait jamais. Il rentrait de plus en plus tard, parfois avec des bleus sur les mains, parfois avec la faible odeur de poudre à canon accrochée à son manteau. Il ne parlait pas et elle ne demandait pas, mais tous deux savaient. Meadow commença à se poser une question qu'elle ne supportait pas de dire à voix haute. Sans elle, Cale aurait-il dû endurer tout cela? La réponse était évidente de la manière la plus cruelle possible. Non. S'il ne l'avait pas épousée, il aurait toujours son père, toujours son empire, toujours une armée de protection, toujours un pouvoir que personne n'oserait défier. Il aurait épousé Priscilla Hargrove, uni les deux familles, et serait devenu le chef de la criminalité le plus puissant d'Amérique. Au lieu de cela, il vivait dans un appartement aux murs fissurés à côté d'une libraire, payant le loyer avec des contrats qui pouvaient lui coûter la vie à tout moment. À cause d'elle. Tout cela à cause d'elle. Cette pensée ne vint pas une fois pour ensuite disparaître. Elle resta. Elle se réveillait avec elle chaque matin quand elle regardait les cernes sous les yeux de Cale. Elle s'asseyait à côté d'elle chaque soir quand il rentrait tard avec un visage plus froid que la veille. Elle lui chuchotait à l'oreille chaque nuit quand elle restait éveillée à écouter le son lourd de sa respiration agitée dans son sommeil. Elle était la cause. Elle était le fardeau. Elle était la raison pour laquelle sa vie s'était effondrée. Et cette pensée, accueillie, des patientes, commença à la dévorer vivante, un jour à la fois. Cette nuit-là, Cale s'endormit sur le bureau de leur petit appartement. Sa tête reposait sur son bras, à côté d'une pile de factures impayées si haute qu'elle avait commencé à pencher d'un côté. La facture d'électricité, le loyer, la dette d'un contrat qui avait mal tourné la semaine précédente. Sa main droite était meurtrie, ses jointures enflées et rouges, du sang séché collant encore à sa peau. La négociation de cet après-midi ne s'était pas terminée par une poignée de main. Elle s'était terminée par des coups de poing. Cale avait gagné. Mais le prix était un ennemi de plus, un danger de plus, une nuit de plus à rentrer à la maison, avec un visage taillé dans le feutre et des yeux qui ne contenaient plus aucune lumière. Meadow était assise sur la chaise à côté du bureau, le regardant dormir.
La pièce était si silencieuse qu'elle pouvait entendre le son lourd de sa respiration, le tic-tac régulier de l'horloge murale et le vent qui s'infiltrait par la fente de la fenêtre qui ne fermait pas tout à fait. La pâle lumière jaune de la lampe de bureau tombait sur son visage, et dans son sommeil, Cale paraissait plus jeune, plus doux, presque comme l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois dans cette librairie de Brooklyn, cet après-midi-là, il y a longtemps. Mais la meurtrissure sur sa main lui rappelait que cet homme disparaissait un peu plus chaque jour. Les larmes de Meadow coulèrent sans un bruit. Elle ne les essuya pas. Elle les laissa couler sur ses joues, tomber sur ses genoux, s'enfoncer dans le tissu de son pantalon. Elle leva une main et la posa doucement contre sa joue. Sa peau était chaude sous sa paume. Il ne se réveilla pas. Elle garda sa main là pendant un long moment, sentant la chaleur, la mémorisant comme si elle essayait de graver ce moment dans ses os, car elle savait que ce serait la dernière fois. La décision grandissait en elle depuis des semaines. Mais ce soir, en le regardant effondré sur ce bureau entre les factures impayées et le sang séché, elle devint quelque chose de réel et d'irréversible. Elle l'aimait. L'aimait assez pour faire la chose qui lui ferait le plus de mal au monde, si cela signifiait qu'il pourrait revivre. Meadow retira sa main de son visage. Elle se leva, prit une feuille de papier dans le carnet sur l'étagère, s'assit à la table de la cuisine et écrivit. Elle écrivit, puis raya et écrivit à nouveau. Car il n'y avait pas assez de mots dans le monde pour expliquer pourquoi elle faisait cela. À la fin, elle n'écrivit qu'une seule ligne. « Tu mérites une vie meilleure que celle-ci. Ne me cherche pas. » Elle laissa la note sur le bureau, juste à côté de la pile de factures, là où ses yeux tomberaient en premier à son réveil. Puis elle prit le petit sac en tissu qu'elle avait préparé la veille, y glissa quelques vêtements de rechange, le peu d'argent qu'il lui restait et le livre que Cale lui avait donné la première fois. Elle se tint dans l'embrasure de la porte et le regarda une dernière fois. Son dos se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Elle voulait revenir en courant et le serrer dans ses bras, voulait crier qu'elle était désolée. Mais elle savait que s'il se réveillait et la regardait avec ses yeux, elle n'aurait jamais le courage de partir. Alors, elle se détourna, ouvrit la porte et disparut dans la nuit. Le lendemain matin, Cale se réveilla avec le cou raide et le dos endolori d'avoir dormi sur le bureau. Il leva la tête et regarda autour de l'appartement. Silencieux. Trop silencieux. Il appela son nom. Aucune réponse ne vint. Il se leva et vérifia la chambre, la salle de bain, le balcon. Vide. Puis il vit la note. Il lut cette ligne une fois, 2 fois, 3 fois, et chaque fois sa signification s'enfonça plus profondément dans sa poitrine. Tu mérites une vie meilleure. Elle pensait qu'elle était le problème. Elle pensait que partir était la solution. Cale appela Sterling en moins de 3 minutes, lui ordonna de trouver Meadow en utilisant toutes les ressources qu'il leur restait. Chaque contact, chaque piste, chaque caméra de sécurité, chaque annuaire. La trouver. La première semaine, rien. La deuxième semaine, toujours rien. Le premier mois passa en silence. Cale ne mangeait pas, ne dormait pas vraiment. Il existait seulement entre les appels téléphoniques et les rapports de progression qui se terminaient toujours de la même manière. « Nous ne l'avons pas trouvé, monsieur. » Il ne savait pas que Sterling l'avait trouvé au cours du 3e mois. Il ne savait pas que l'homme le plus loyal à ses côtés avait vu Meadow travailler dans un petit café en périphérie du Bronx, plus mince, plus fatiguée, mais vivante. Et Sterling avait choisi de ne pas le lui dire. Cale savait seulement qu'elle avait disparu, complètement, totalement, comme si elle n'avait jamais existé. Finalement, après des mois de recherche désespérée, Cale arrêta. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que la douleur était devenue si grande qu'il devait l'enfermer ou elle le tuerait. Il appela son père. Brantley Thornton répondit, écouta en silence et ne dit qu'une seule phrase. « Rentre à la maison. » Cale retourna dans la famille, accepta toutes les conditions. Les fiançailles avec Priscilla Hargrove furent remises en marche. L'alliance entre les deux empires commença à prendre forme. En 1 an, Cale reconstruisit l'Empire Thornton en quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus impitoyable que tout ce que son père avait jamais créé. Il devint le genre de seigneur du crime que toute la côte est craignait. Froid, précis, n'hésitant jamais. Mais dans le tiroir du bas de son bureau, caché sous des papiers confidentiels, il y avait une petite boîte en velours noir.
À l'intérieur se trouvait la feinte bague en argent qu'il avait passée au doigt de Meadow à la mairie de Brooklyn cet après-midi-là. Il ne l'avait jamais jetée. Priscilla Hargrove n'était pas le genre de femme à se laisser distancer. Elle avait grandi dans la maison de Raymond Hargrove, où même un dîner de famille était un échiquier politique, où elle avait appris à lire le langage corporel avant même d'apprendre à lire les mots. Et ce soir, elle lisait Kel aussi facilement qu'un livre ouvert. Depuis une demi-heure, depuis qu'il était revenu dans la salle de bal après avoir disparu dans le couloir, Priscilla savait que quelque chose n'allait pas. Son sourire était juste, mais ses yeux étaient faux. Sa voix était juste, mais sa respiration était fausse. La façon dont il levait son verre pour féliciter les invités était juste, mais sa main se serrait plus fort que d'habitude autour du verre de whisky, assez pour que ses jointures pâlissent. Et ses yeux dérivaient constamment vers la zone de service, non pas par hasard, mais par instinct, comme si quelque chose derrière cette porte le tirait en arrière par un fil invisible. Priscilla avait également remarqué l'échange tendu entre Cale et Sterling dans le couloir. Un bref instant, mais suffisant pour qu'elle saisisse l'expression sur le visage de Sterling. Une expression qu'elle n'avait vue que lorsque quelque chose de grave se produisait. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle savait qu'il y avait un problème. Et Priscilla Hargrove ne permettait jamais à un problème d'exister sans le maîtriser. Elle s'éloigna du cercle d'invités et se dirigea vers le coin de la salle de bal, près de la porte de service. Ses yeux balayèrent rapidement l'étroite ouverture. À l'intérieur, le personnel de l'hôtel s'affairait, mais une silhouette se détachait plus que tous les autres. Une jeune femme, les cheveux châtain clairs soigneusement tressés en arrière, vêtue d'un uniforme noir et blanc, portant un plateau de verre. Son ventre était arrondi par la grossesse. Priscilla fronça les sourcils. Elle ne reconnaissait pas Meadow. Elle ne l'avait jamais rencontré en personne, mais elle reconnaissait la réaction de Cale. Et une femme enceinte apparaissant dans la zone de service le soir de ses fiançailles, au moment exact où il perdait son sang-froid, n'était pas une coïncidence. Priscilla ne posa pas de questions. Elle ne fit pas de scène. Elle n'entra pas dans la zone de service pour affronter qui que ce soit. Elle était la fille du parrain de la mafia du Sud. Elle gérait tout dans l'ombre, proprement, sans laisser de traces. Elle sortit son téléphone et convoqua le directeur de l'hôtel pour le rencontrer dans un coin tranquille du couloir. Le directeur, un homme d'âge moyen en costume gris, se tenait devant elle avec une politesse teintée de peur, car tout le monde savait que la famille Hargrove était le client le plus important du Meridian Grand. L'une des serveuses de ce soir est très enceinte, dit Priscilla, sa voix douce mais tranchante comme une lame. C'est un risque pour la sécurité pour un événement de ce niveau. Renvoyez-la immédiatement. Le directeur hocha la tête sans poser la moindre question. Pendant que Priscilla gérait les affaires à l'extérieur, Meadow essayait de survivre minute par minute à l'intérieur de la zone de service. Dès l'instant où elle était entrée dans la salle de bal au début de son service et avait vu la bannière indiquant « Félicitations pour les fiançailles de Cale Thornton et Priscilla Hargrove », son cœur avait failli s'arrêter. Elle avait voulu faire demi-tour et partir sur le champ. Mais le salaire pour le service de ce soir était de 120 $, assez pour couvrir un quart de la facture de l'échographie de la semaine prochaine, où elle n'avait pas le luxe de fuir ses émotions. Alors elle resta, garda la tête baissée, travailla tout au long de la fête. Meadow garda les yeux baissés, se concentrant sur les plateaux de verre, sur les tables à nettoyer, sur tout ce qui n'était pas la salle de bal à l'extérieur. Mais il y eut un moment, un seul, où elle leva les yeux à travers l'étroite fente de la porte de service. Elle le vit. Cale se tenait au milieu de la salle de bal, en cravate noire, les épaules larges, le visage aux traits forts. Autour de lui se tenait la foule la plus puissante d'Amérique, et chacun d'eux se tournait vers lui comme les tournesols se tournent vers le soleil. Il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait autrefois serré dans ce petit appartement du Queens, en rien à l'homme qui s'était endormi sur le bureau au milieu des factures impayées. Il avait l'air fort, confiant, puissant. Il ressemblait à ce qu'il avait toujours été destiné à devenir. Meadow sourit. C'était un petit sourire, triste et fier à la fois. « Tu as réussi », murmura-t-elle si doucement que personne ne l'entendit, sauf elle et l'enfant en elle. Puis elle se détourna rapidement, avant que ses yeux ne puissent dériver par hasard à travers la pièce et la reconnaître. Elle retourna au travail, portant des plateaux, nettoyant des tables, ramassant des verres, baissant la tête, se rendant invisible. Mais 15 minutes plus tard,
le directeur de l'hôtel apparut à ses côtés. « Mademoiselle Sinclair, votre service se termine plus tôt ce soir, dit-il, sa voix froide et brève. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas autoriser une employée enceinte à servir lors d'un événement de haut niveau. » Meadow le regarda. « Mais mon service va jusqu'à minuit. C'est la décision de la direction. Vous pouvez récupérer vos affaires et partir. » « Et le salaire de ce soir? » Le directeur évita son regard. « Cela sera examiné plus tard. » Ce qui signifiait non. Meadow comprit. Elle avait compris depuis longtemps que les gens comme elle n'avaient pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Elle dénoua son tablier, le plia soigneusement et le posa sur le comptoir. Puis elle prit son petit sac en tissu dans le casier des employés. 2 gardes de sécurité attendaient déjà à la porte de derrière, l'escortant dehors comme si elle était une intruse au lieu d'une femme qui venait de travailler 3 heures d'affilée en portant le poids d'une grossesse de 8 mois. La porte de derrière se referma derrière elle. Meadow se tenait sur le trottoir, la nuit de Manhattan lui transperçant la peau de froid. Le vent s'infiltrait directement à travers son mince manteau. Une main reposait sur la courbe de son ventre, son petit sac en tissu pendant à son épaule. Le trottoir était presque vide, éclairé seulement par de pâles lampadaires et le son lointain de la circulation. Elle leva les yeux vers le ciel noir, prit une longue inspiration et commença à marcher vers l'arrêt de bus à 2 pâtés de maison. Seule comme elle l'avait été tout au long de cet hiver éprouvant de sa vie. Cale attendit exactement 15 minutes après avoir ordonné à Sterling de garder la zone de service. 15 minutes pendant lesquelles il se tint au milieu de la scène de bal, levant son verre, hochant la tête, serrant des mains, tandis que tout à l'intérieur de sa poitrine brûlait. Puis il n'en put plus. Il posa son verre de whisky sur la table la plus proche, dit à Priscilla qu'il devait parler à Sterling d'une question de sécurité et se dirigea droit vers la zone de service. Priscilla le regarda partir. Le sourire sur ses lèvres ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent un très bref instant avant qu'elle ne se tourne vers l'invité suivant. Cale poussa la porte de service. À l'intérieur, le personnel de l'hôtel se déplaçait toujours rapidement entre les comptoirs en acier, les tours de verrerie et le bruit de l'eau courante des éviers. Ses yeux balayèrent toute la pièce, 1 fois, 2 fois. Elle n'était pas là. Il arrêta un employé qui passait avec un plateau. La fille enceinte, cheveux bruns, qui travaillait ce soir. Où est-elle? L'employé le regarda, comprit tout de suite que ce n'était pas un invité ordinaire et baissa la voix. Elle a été renvoyée chez elle plus tôt, monsieur, il y a environ 20 minutes. Cale sentit sa mâchoire se crisper. Qui a donné l'ordre? Silence. L'employé baissa les yeux vers le sol et n'osa pas répondre. Mais Cale n'avait pas besoin de réponse. Il se tourna et regarda vers la salle de bal à travers la porte de service, laissée entr'ouverte. Priscilla se tenait près de la scène, souriant brillamment en parlant avec la femme d'un sénateur. Et à ce bref instant, comme si elle pouvait sentir ses yeux sur elle, Priscilla tourna la tête et le regarda. Son sourire ne changea pas, mais son regard portait un petit défi froid, comme pour dire « Je sais ce que tu cherches et je m'en suis déjà occupé. » Cale comprit immédiatement. Il se tourna vers Sterling qui se tenait à quelques pas. « Où est-elle? » Sterling ne demanda pas qui était elle. Il sortit son téléphone, jeta un coup d'œil rapide à l'écran et répondit en quelques secondes. « À l'arrêt de bus derrière l'hôtel, à environ 100 mètres. » Cale ne dit pas un mot de plus. Il sortit directement par la porte de derrière, poussa la lourde sortie de secours en métal et entra dans la nuit. L'air froid d'octobre de Manhattan lui frappa le visage instantanément. Son souffle se transforma en nuages blancs et pâles sous les faibles lampadaires jaunes. La ruelle derrière l'hôtel était vide, ne portant que l'odeur des poubelles humides et le murmure lointain de la circulation venant de l'avenue. Il se déplaça rapidement, ses chaussures en cuir frappant le béton humide à un rythme régulier. Et quand il tourna au coin du bâtiment, il la vit. Meadow était assise sur le banc de l'arrêt de bus, le dos légèrement courbé, les épaules rentrées contre le froid. Son mince manteau ne suffisait pas contre le vent nocturne. Son petit sac en tissu reposait sur ses genoux. Ses 2 mains étaient enroulées autour de son ventre gonflé, ses doigts pressant légèrement le tissu de son manteau. Et elle fixait le trottoir avec le genre d'épuisement que seuls les vraiment usés portent. Cale s'arrêta à environ 5 pas d'elle. Son cœur battait si fort qu'il pensa qu'elle pourrait l'entendre. 8 mois. 8 mois à la chercher sans rien trouver.
8 mois à se demander si elle était vivante ou morte, et maintenant elle était assise là, sur un banc d'arrêt de bus dans l'air froid de la nuit, à moins de 100 mètres de sa fête scintillante. Meadow entendit les pas et leva la tête. Ses yeux s'écarquillèrent, ses pupilles se dilatèrent un instant quand elle reconnut l'homme qui se tenait devant elle. Elle se leva d'instinct, une main berçant toujours son ventre, et recula d'un demi-pas. Cale. Son nom quitta ses lèvres si doucement que le vent faillit l'emporter. Il la regarda vraiment. Son visage était plus mince, ses pommettes plus saillantes, les cernes sous ses yeux plus sombres. Mais c'étaient toujours ces mêmes yeux bruns et chauds, les yeux qui l'avaient autrefois regardé dans cette librairie de Brooklyn et lui avaient fait oublier qui il était. Puis son regard tomba sur son ventre. Rond, très rond, à terme, sa mâchoire se serra si fort que ça lui fit mal. Le silence s'étira entre eux, lourd comme du plomb. 8 mois de séparation s'étaient accumulés en un mur invisible se dressant entre eux deux. Finalement, Cale parla, sa voix basse, contrôlée, mais chaque mot portait le poids de chaque nuit blanche qu'il avait endurée. De qui est cet enfant? Meadow détourna le regard. Ses yeux se portèrent vers la rue vide, vers le balayage lointain des phares, vers n'importe où qui n'étaient pas les yeux qui la transperçaient. Elle s'était préparée à cette question. Dès l'instant où elle avait vu la bannière de fiançailles dans la salle de bal, elle avait su que si elle le rencontrait, il demanderait. Et elle avait déjà choisi sa réponse. Pas le tien. Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'avait prévu, mais sa main se resserra sur le tissu tendu sur son ventre, et ce petit détail n'échappa pas à Cale. Il savait qu'elle mentait. Il avait passé sa vie à lire les gens. C'est ainsi qu'il avait survécu dans le monde interlope. Et Meadow, la femme qu'il avait autrefois connue mieux que quiconque sur Terre, était la pire menteuse de toutes quand il s'agissait de lui. Ses yeux se détournaient au lieu de soutenir les siens. Ses doigts se serraient trop fort. Sa voix restait ferme, mais le souffle qui suivait tremblait. Il savait, mais il n'insista pas. Pas encore. Puis une petite contraction traversa le ventre de Meadow. Elle grimaça, sa main se pressant plus fort contre elle, son souffle se coupant une seconde. L'éclair de douleur traversa son visage avant qu'elle n'essaye de le cacher, mais Cale l'avait vu. Ses yeux quittèrent son visage et, pour la première fois, l'observèrent entièrement sous le lampadaire. Les chaussures en toile presque usées jusqu'à la semelle, effilochées aux orteils. Le manteau bien trop fin pour une nuit d'octobre à Manhattan. Les mains rugueuses, les ongles coupés de manière inégale. La courbe lourde de la grossesse sous l'uniforme noir et blanc. Elle n'avait toujours pas eu le temps de se changer. Elle était presque à terme, debout dehors dans le froid à 11 heures du soir, venant d'être renvoyée de son service sans être payée. Chaque once de colère, chaque question, chaque blessure en lui recula soudainement pour laisser place à quelque chose de plus fort. Sa voix s'adoucit, n'étant plus tranchante, seulement calme et régulière. « Monte dans la voiture. » Meadow le regarda. « Je n'ai pas besoin de ton aide. » « Ce n'est pas de l'aide. Tu es enceinte, debout dehors dans le froid à 11 heures du soir. Monte dans la voiture. » Elle voulait refuser, voulait dire qu'elle avait survécu seule pendant 8 mois et qu'elle allait bien. Mais une deuxième petite contraction traversa son ventre et ses jambes avaient déjà commencé à trembler de froid et elle était fatiguée. Assez fatiguée pour ne plus avoir la force de défendre sa fierté. Elle fit un petit signe de tête et monta dans la voiture noire qui attendait à l'entrée de la ruelle. La portière de la voiture se ferma et la berline noire s'éloigna en douceur de la ruelle derrière le Méridien Grand. À l'intérieur, le silence s'installa sur eux comme une lourde chute de neige. Meadow était assise sur la banquette arrière, à droite, le dos appuyé contre le cuir. Un bras enroulé autour de son ventre gonflé, les yeux fixés sur la fenêtre. Manhattan défilait à l'extérieur, des tours de verre flamboyantes, des enseignes aux néons scintillantes, des gens se pressant sur les trottoirs. Elle regardait tout cela et ne voyait rien. Cale était assis à sa gauche, à moins d'un demi-mètre. Pourtant, la distance entre eux semblait plus large que n'importe quel océan. Il ne la regardait pas directement, mais ses yeux suivaient son reflet dans la vitre sombre. Son visage dans le reflet paraissait plus terne, plus triste. Comme une vieille photographie délavée par le temps, il vit la façon dont elle tressaillait très légèrement chaque fois que la voiture passait sur un nid de poule, la façon dont sa main se serrait puis se relâchait sur son ventre à chaque respiration,
La façon dont ses épaules étroites restaient rentrées même si le chauffage était déjà allumé. Sterling était assis au volant, les yeux fixés sur la route, ne disant rien. Il avait conduit pour Cale assez longtemps pour savoir quand le silence était requis, et cette nuit appartenait au genre de silence qui devait rester absolu. Quelques minutes passèrent. Meadow parla enfin, sa voix petite et fatiguée. 472 Willis Avenue, dans le Bronx. C'était son adresse. Sterling jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et regarda Cale. Il n'avait pas besoin de carte pour connaître ce quartier. Willis Avenue se trouvait dans l'une des parties les plus difficiles du Bronx. Les bâtiments étaient délabrés. Plus de lampadaires étaient cassés que fonctionnels. Et la nuit, une personne ordinaire n'oserait pas s'y promener seule. Encore moins une femme enceinte de 8 mois. Cale ne fit aucun commentaire. Il ne demanda pas pourquoi elle vivait là. Il ne dit pas que le quartier était dangereux. Sa mâchoire se serra simplement un peu plus, assez pour que les muscles de ses tempes ressortent, et ses yeux dans le reflet de la vitre s'assombrirent d'une nuance. Le silence continua. La voiture traversa le pont, et les lumières du pont s'étirèrent en longues bandes sur le plafond de la voiture. Meadow essaya de garder les yeux ouverts, mais son corps trahit sa volonté. 8 mois de grossesse, 3 heures debout à servir des invités, être renvoyé au milieu de son service, affronter Cale après tout ce temps. Tout cela s'abattit d'un coup comme un poids invisible sur ses paupières. Sa tête bascula lentement sur le côté. Sa respiration devint plus lente, puis elle s'endormit. Cale se tourna et la regarda directement pour la première fois depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Pas à travers la vitre, pas à travers un reflet. Il la regarda droit dans les yeux. Meadow dormait la tête appuyée contre le siège. Une main toujours enroulée autour de son ventre, l'autre tombée mollement sur ses genoux. Dans son sommeil, son visage avait perdu une partie de sa tension. Mais les marques de 8 mois difficiles étaient toujours là. Les cernes sombres sous ses yeux, les lignes plus nettes de ses pommettes dues à la perte de poids, les chaussures en toile presque usées jusqu'à la semelle, effilochées aux orteils, la rugosité de ses mains. Rien à voir avec les mains douces qui avaient autrefois tourné les pages dans cette petite librairie de Brooklyn, et la lourde courbe de la grossesse sous l'uniforme. Son enfant. Ce pourrait être son enfant. Cale la regarda et sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Seulement une fracture silencieuse parcourant le mur qu'il avait passé près d'1 an à construire pour enfermer chaque sentiment lié à elle. Il se pencha légèrement en avant et baissa la voix pour que seul Sterling puisse l'entendre. « Conduis-nous à ma maison. » Sterling hocha la tête. Il ne demanda rien. Il ne montra aucune surprise. La voiture changea de cap sans un bruit, s'éloignant de la route vers le Bronx et se dirigeant vers le haut de Manhattan. 30 minutes plus tard, la berline noire s'arrêta devant les hautes grilles en fer du domaine des Thornton. Les gardes reconnurent immédiatement la voiture et les grilles s'ouvrirent automatiquement. La berline descendit la longue allée de pierre bordée de chênes de chaque côté, tandis que de douces lumières de jardin éclairaient la pelouse verte parfaitement tondue. Le manoir se dressait au fond. Murs blancs, vastes fenêtres en verre, 3 étages éclairés d'une lumière chaude. La voiture s'arrêta. Sterling ouvrit la porte. Cale toucha légèrement l'épaule de Meadow. Elle se réveilla en sursaut, les yeux s'ouvrant dans la confusion, prenant quelques secondes pour comprendre où elle était. Puis elle regarda par la fenêtre de la voiture, et ses yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas Willis Avenue dans le Bronx. C'était le genre de manoir qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Elle se tourna vers Cale, la bouche s'ouvrant comme pour dire quelque chose, pour protester, pour lui dire qu'elle ne pouvait pas rester ici, que ce n'était pas sa place. Mais son corps était trop fatigué, ses yeux trop lourds, et la voix de Cale était trop calme. Calme quand il parla. « Entre, tu as besoin de repos. » Il la conduisit à travers les grandes portes d'entrée, à travers un hall aussi grand que tout l'appartement qu'elle louait dans le Bronx, le long d'un long couloir jusqu'à un salon au premier étage. Le personnel apparut en quelques minutes, apportant des vêtements confortables, des serviettes chaudes et un plateau de nourriture légère. Mais Meadow regarda tout cela comme quelqu'un qui se déplace dans un rêve. 8 mois plus tôt, elle avait quitté ce minuscule appartement du Queens avec un sac en tissu et quelques centaines de dollars. Maintenant, elle se tenait à l'intérieur du domaine du chef de la mafia, le plus puissant de la côte Est, portant l'enfant dont il n'avait jamais su l'existence.
Elle voulait dire quelque chose, voulait expliquer, voulait s'excuser. Mais quand elle s'allongea sur un lit plus doux que tout ce qu'elle avait touché en 8 mois, son corps céda avant que son esprit n'ait la chance de résister. Elle s'endormit aussitôt, profondément, tranquillement, pour la première fois depuis très, très longtemps. Le domaine des Thornton était enveloppé de silence après minuit. Le personnel s'était retiré dans ses quartiers privés. Les lumières du couloir avaient été tamisées pour la nuit, et la grande maison ne contenait que le tic-tac de l'horloge antique dans le hall et le faible bruit du vent derrière les fenêtres. Carol était assise seule dans son bureau au 2e étage. La pièce était grande, avec de hauts plafonds et des baies vitrées allant du sol au plafond, donnant sur la ligne d'horizon scintillante de Manhattan au loin. Un bureau massif en chêne noire dominait le centre de la pièce. Sa surface était arrangée avec des piles précises de documents, de contrats et de 2 téléphones. Le long du mur se trouvaient des étagères garnies de livres, de certificats d'entreprise et de quelques récompenses d'organisations caritatives qu'il finançait pour préserver une apparence de légitimité. Mais Cale ne regardait rien de tout cela. Il regardait le tiroir en bas à droite de son bureau, le tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis des mois. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que chaque fois qu'il l'ouvrait, la blessure dans sa poitrine recommençait à saigner. Ce soir, il l'ouvrit. Sa main tira lentement le tiroir. À l'intérieur, sous un vieux dossier, se trouvait une petite boîte en velours noir. Il la souleva, ouvrit le couvercle. La fine bague en argent reposait tranquillement sur la doublure en velours. Simple. Pas de diamants, pas d'or, seulement la bague la moins chère qu'il avait pu acheter avec son propre argent. Quand aucun empire ne le soutenait plus. La bague qu'il avait glissée au doigt de Meadow à la mairie de Brooklyn cet après-midi-là. Il la tint dans sa main, sentant sa présence presque impondérable, et se souvint de la façon dont son doigt avait tremblé quand il avait passé la bague sur sa phalange. À côté de la boîte en velours se trouvait une petite photographie imprimée sur du papier ordinaire, un coin légèrement recourbé. Ils se tenaient tous les deux devant la librairie de Brooklyn. Meadow souriait avec une joie vive et ouverte, la tête appuyée contre son épaule, un vieux livre usé à la main qu'il venait de trouver sur l'étagère des soldes. Cale sur la photo souriait aussi, le genre de sourire qu'il ne se souvenait plus avoir jamais eu sur son visage. Il posa la photographie sur le bureau, se pencha en arrière dans son fauteuil et fixa le plafond. Au cours des 12 derniers mois, il avait tout reconstruit. L'Empire Thornton était maintenant 2 fois plus grand qu'il ne l'était lorsque son père le dirigeait. L'argent coulait à flot. Le pouvoir s'étendait de New York à Miami. Les alliés faisaient la queue. Les ennemis se taisaient. Sur le papier, il était l'homme le plus prospère que l'on puisse imaginer. Mais assis ici, au milieu de la nuit, dans cet immense bureau, tenant une bague en argent bon marché à la main, Cale réalisa une vérité qu'il avait passé 8 mois à fuir. Rien ne comblait l'espace qu'elle avait laissé derrière elle, ni le pouvoir, ni l'argent, ni Priscilla, ni l'Empire. Rien du tout. Il posa la bague sur le bureau, décrocha le téléphone interne et appela Sterling. 2 minutes plus tard, on frappa à la porte. « Entrez ». Sterling entra et ferma la porte derrière lui. Il se tenait droit, les mains jointes derrière le dos, le visage impassible, mais ses yeux étaient alertes. Les yeux d'un homme qui savait que la tempête était arrivée. Cale ne l'invita pas à s'asseoir. Il ne versa pas de verre. Il ne prit pas la peine de dire un mot d'introduction. « Depuis combien de temps ?» Sterling ne demanda pas ce qu'il voulait dire par « depuis combien de temps ?» Il savait déjà. Depuis le 3e mois après son départ. Cale sentit les muscles de sa mâchoire se contracter jusqu'à ce que ses dents grincent. 5 mois. Sterling savait où se trouvait Meadow depuis 5 mois et n'avait pas dit un mot. Pourquoi? Sterling croisa directement le regard de Cale. Il ne détourna pas les yeux. Parce qu'à ce moment-là, tu avais commencé à revivre. Tu étais retourné dans la famille. L'Empire se remettait. Les fiançailles avec Priscilla avançaient. Tout allait dans la bonne direction. Il marqua une pause. Si je t'avais dit où elle était, tu aurais tout abandonné à nouveau. Et cette fois, tu n'aurais peut-être pas réussi à revenir. Cale serra la main contre le bureau, ses jointures devenant blanches. Il voulait se lever, voulait renverser le bureau, voulait attraper le col de l'homme qui s'était tenu à ses côtés pendant 12 ans et lui demander pour qui diable il se prenait pour prendre cette décision à sa place. Mais il resta assis, car la partie la plus douloureuse n'était pas la trahison. La partie la plus douloureuse était qu'il comprenait la raison de Sterling.
Il la détestait, mais il la comprenait. Quoi d'autre? Demanda Cale, sa voix si basse que c'était presque un grognement. Sterling déglutit. Je savais qu'elle était enceinte, il y a environ 5 mois. Le bureau sembla soudain plus froid. Cale regarda Sterling avec le genre d'yeux que n'importe qui dans le monde interlope reconnaîtrait immédiatement comme les yeux d'un homme au bord du gouffre. Tu savais qu'elle était enceinte et tu es resté silencieux. Sterling ne recula pas. Je n'étais pas sûr que c'était le tien. Mais tu le soupçonnais. Ce n'était pas une question. Le silence s'étira entre eux. Sterling ne répondit pas, mais ce silence était la réponse la plus claire de toutes. Cale se leva lentement. Sa chaise glissa en arrière sur le parquet avec un léger bruit de raclement. Les deux hommes se regardèrent à travers le bureau. 12 ans. Pendant 12 ans, Sterling avait été son bras droit, l'ombre dans son dos. Le seul homme en qui Cale avait eu une confiance aveugle dans un monde où la confiance pouvait vous faire tuer. Sors de ma vue, mais tu restes sur elle chaque seconde, si ne serait-ce qu'une ombre la touche. Ottawa, je pas tous, elle ou l'enfant, parce que tu m'as encore trahi. 12 ans de loyauté ne te sauveront pas de ce que je ferai. Maintenant, va-t'en. Sterling hocha la tête une fois, le visage pâle mais déterminé. Il se tourna, se dirigea vers la porte et sortit dans le couloir. Et pour la première fois en 12 ans, lorsque cette porte se referma, Cale ne regarda plus Sterling comme un ami de confiance, mais comme un homme qui avait une dette de sang. Une dette qui ne pouvait être payée qu'en gardant Meadow en sécurité. Il resta debout dans le bureau pendant encore quelques minutes, fixant la bague en argent sur le bureau. Puis il la ramassa, la glissa dans la poche intérieure de sa veste et sortit dans le couloir. Ses pas le menèrent au salon du premier étage où Meadow dormait. Il ouvrit doucement la porte et entra. La pièce était sombre, éclairée seulement par une petite lampe près du lit qui diffusait une douce lueur jaune. Meadow était allongé sur le côté, une main sous sa tête, l'autre reposant sur son ventre gonflé. Sa respiration était régulière, lente, paisible d'une manière que Cale n'avait jamais vue pendant les derniers mois qu'ils avaient passés ensemble. Il se tint à côté du lit et la regarda. Puis son ventre bougea doucement. Un petit coup de pied de l'intérieur fit soulever la couverture. Cale arrêta de respirer. Il s'assit lentement sur le bord du lit en faisant attention de ne pas faire de bruit. Puis il tendit lentement la main, sa main tremblant juste un peu, et posa sa paume contre son ventre. Le bébé donna un autre coup de pied, droit dans sa main, plus fort cette fois, plus clair, comme si l'enfant savait qu'il était là. Cale garda sa main immobile, respirant à peine, sentant cette petite vie bouger sous la peau chaude. Sa fille. Il n'avait pas besoin de test, il n'avait pas besoin de preuves. Il savait, avec le genre d'instinct qu'aucune logique ne pouvait expliquer. C'était son enfant. Meadow bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Cale retira sa main, se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir dans le couloir, il la regarda une dernière fois. Et là, dans l'obscurité, une décision se forma dans son esprit avec la certitude de l'acier. Inébranlable, finale. Il ne la perdrait plus. Meadow se réveilla alors que la première lumière du matin filtrait à travers les rideaux du salon. Elle resta immobile quelques secondes, les yeux fixés sur le haut plafond, essayant de se souvenir où elle était. Le lit était trop moelleux. La pièce était trop grande. L'air était trop pur, sans l'odeur d'humidité familière de son appartement du Bronx. Puis le souvenir de la nuit dernière revint, et elle comprit. Elle était au domaine des Thornton, dans la maison de Cale. Elle s'assit lentement, une main soutenant le poids de son ventre gonflé, et réalisa que quelqu'un avait déjà laissé un ensemble de vêtements confortables, pliés soigneusement sur la table à côté du lit. Elle se changea, alla dans la salle de bain se laver le visage, et quand elle en ressortit, un membre du personnel attendait déjà devant la porte avec un plateau de petit déjeuner. Fruits frais, toast, œufs, jus d'orange et un verre de lait chaud. Meadow regarda le plateau et sentit sa gorge se serrer. Pendant tous ces mois de silence, le petit déjeuner avait été une demi-baguette de pain à prix réduit et une tasse d'eau plate. Elle mangea lentement, et à chaque bouchée venait une petite vague de honte qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Elle venait de reposer le lait quand on frappa à la porte. Doucement, mais fermement. Elle sut qui c'était avant même que la porte ne s'ouvre. Cale entra.
Il avait troqué son smoking de la veille pour une chemise noire et un pantalon sombre. Les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Son visage était calme, mais ses yeux portaient le poids d'une nuit blanche. Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, séparée seulement par une petite table. Le silence persista quelques secondes. Puis il parla, sa voix plate, ni en colère ni tendre, seulement de l'acier enveloppé de velours. La nuit dernière, tu as dit que le bébé n'était pas de moi. Meadow sentit sa poitrine se serrer. Elle garda son visage aussi immobile que possible. C'est exact. Cale inclina légèrement la tête, la regardant avec ce regard qu'elle connaissait bien trop bien. Le regard qu'il utilisait quand il lisait quelqu'un, quand il cherchait des fissures dans une phrase pour pouvoir extraire la vérité d'un mensonge. Sterling t'a suivi pendant les 5 derniers mois. Le sang quitta le visage de Meadow. Sa peau devint froide. Il savait où tu étais, ce que tu faisais, qui tu voyais, continua Cale, sa voix inchangée. Et pendant ces 5 mois, tu n'as vu personne. Pas d'autre homme, pas de relation. Seulement toi, ton travail, et un ventre qui ne cessait de grossir. Meadow sentit ses mains se mettre à trembler. Elle les cacha sous la table et agrippa le tissu de ses vêtements. Ses yeux restèrent fixes, mais elle retint ses larmes, lutta pour rester debout derrière le mur qu'elle avait construit pendant 8 mois pour se protéger, elle et le bébé. Cale se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur les siens. L'espace entre eux se rétrécit et Meadow sentit qu'il n'y avait plus nulle part où fuir. « Je vais te le redemander. De qui est-ce cet enfant? » Sa voix baissa, plus lente. Chaque mot tomba entre eux comme une pierre jetée dans une eau calme. Meadow essaya de garder sa voix stable. Elle avait porté ce secret pendant 8 mois, avait pleuré seule d'innombrables nuits, puis avait essuyé son visage et était allée travailler le lendemain matin. Avait regardé des images d'échographie et avait murmuré au bébé que sa mère s'en sortirait d'une manière ou d'une autre. S'était convaincu chaque jour que quitter Cale avait été la bonne chose à faire, qu'il n'avait pas besoin de savoir, qu'il avait déjà une nouvelle vie et qu'elle n'avait pas le droit de la briser. Mais assise ici maintenant, face à ses yeux, les yeux qu'elle avait autrefois regardés chaque matin à son réveil, elle ne pouvait plus le faire. Le mur se fissura, puis vola en éclats. Des larmes glissèrent sur ses joues sans un bruit, seulement des lignes chaudes se déplaçant tranquillement sur sa peau. De toi. 2 mots plus doux qu'un murmure. Mais ils frappèrent Cale plus fort que n'importe quelle balle qu'il ait jamais reçue. Il se pencha lentement en arrière dans le fauteuil, comme si quelqu'un venait de vider tout l'air de la pièce. Ses mains reposaient sur les accoudoirs du fauteuil, et il les vit trembler, pour la première fois depuis des années. Les mêmes mains qui avaient tenu une arme stable lors de combats à mort tremblaient maintenant à cause de 2 mots sortis de la bouche de la femme assise en face de lui. Une fille. Il allait avoir une fille. Un enfant qui avait existé pendant 8 mois sans qu'il ne le sache jamais. 8 mois que Meadow avait porté ce poids seul, était allé à ses rendez-vous seul, avait regardé des images d'échographie seul, avait eu peur seul. Le silence s'étira entre eux. Meadow essuya ses larmes du dos de sa main et prit une inspiration tremblante. « Je ne savais pas que j'étais enceinte quand je suis partie, dit-elle, sa voix se brisant doucement à la fin de chaque phrase. Je l'ai découvert quelques semaines plus tard. À ce moment-là, tu étais déjà retourné dans la famille. L'Empire se remettait. J'ai vu ta photo dans les journaux, à côté de Priscilla. Fort, prospère. J'ai pensé que tu avais enfin trouvé la vie que tu méritais. » Elle déglutit difficilement. « Je ne voulais pas t'entraîner à nouveau vers le bas. » Cale écouta chaque mot. Chacun d'eux lui entailla la poitrine comme une petite lame. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle croyait d'avoir raison. Elle croyait vraiment que le quitter, lui cacher son enfant et endurer 8 mois de difficultés seul avait été la meilleure chose pour lui. Et cette croyance, ce sacrifice silencieux, faisait plus mal que n'importe quelle trahison. « Tu as fait le choix pour moi, dit-il, sa voix se resserrant. Chaque fois, tu as décidé de partir pour moi. Tu as décidé de cacher mon enfant pour moi. Tu as décidé que je n'avais pas besoin de savoir pour moi. » Meadow baissa la tête. Des larmes tombèrent sur la courbe de son ventre. « J'avais peur. » « Peur de quoi? »« Peur que tu me détestes. » Ces 3 mots vidèrent la colère de la poitrine de Cale, comme si quelqu'un avait ouvert une valve et l'avait laissé s'écouler. Il la regarda les larmes sur son visage, regarda la main posée sur son ventre,
et la colère disparut, laissant place à quelque chose de plus profond, de plus douloureux et de plus réel. Le bébé donna un coup de pied. Fort, clair, assez fort pour que Meadow laisse échapper un son doux et mette sa main sur l'endroit où le bébé avait frappé. Cale regarda le petit mouvement sous son ventre, sa fille, vivante, grandissant, attendant. Il se leva de la chaise et vint s'asseoir à côté d'elle, sur le bord du lit, plus près maintenant, assez près pour qu'elle puisse l'entendre respirer. Quand il parla de nouveau, sa voix ne contenait aucune colère, aucun tranchant froid, seulement une certitude absolue. Tu ne feras plus ça toute seule. Cet après-midi-là, Cale emmena Meadow dans le jardin derrière le domaine. Le jardin était vaste et parfaitement entretenu, clos par de hautes haies vertes, avec une fontaine en marbre en son centre. La lumière du soleil d'octobre était douce, ni dure ni chaude, juste assez chaude pour chasser le reste du froid qui s'était accroché à eux depuis la nuit précédente. Le vent soufflait doucement dans les branches de chêne et quelques feuilles jaunes se détachèrent et tombèrent lentement sur l'herbe. Ils s'assirent tous les deux sur un banc de pierre à côté de la fontaine. Le bruit de l'eau remplissait l'espace entre eux, mais cette fois, le silence n'était pas lourd. Ce n'était pas le genre de silence qui avait pesé sur eux la nuit précédente à l'arrêt de bus, plein de questions et de mensonges. Ce n'était pas le silence de ce matin dans le salon, plein de larmes et de vérités brisées. C'était un silence différent, le genre que seules deux personnes qui s'étaient autrefois aimées jusqu'à la moelle pouvaient partager, assis côte à côte sans avoir besoin de le combler de mots. Pour la première fois en 8 mois, il n'y avait rien entre eux. Pas de mensonges, pas de secrets, pas de distance. Seulement Cale, Meadow et le bébé qui grandissait en elle. Meadow regarda le jardin, respira l'air pur et sentit ses épaules commencer lentement à s'abaisser, ses muscles se détendre, la tension qu'elle avait portée pendant les 8 derniers mois commençant enfin à se relâcher. Puis, sans dire un mot, elle prit la main de Cale, la souleva et posa sa paume contre son ventre. Cale la laissa le guider. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Sa main était chaude contre le tissu fin. En dessous, le bébé bougea, puis donna un coup de pied. Un petit coup de pied clair, droit au centre de sa paume. La nuit précédente, il avait senti le bébé donner un coup de pied pendant que Meadow dormait. Secrètement, comme un voleur dérobant un moment qui ne lui appartenait pas. Mais c'était différent. Cette fois, Meadow avait placé sa main là elle-même, et ses yeux étaient sur lui, et elle le laissait toucher le monde qu'elle avait protégé seule pendant 8 mois. Les yeux de Cale s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne vint. Cette main, la même main qui avait signé des ordres de mort, qui avait appuyé sur des gâchettes, qui s'étaient crispées lors de négociations en équilibre entre la vie et la mort, reposait maintenant immobile contre le ventre de la femme qu'il aimait. Sentant sa fille donner un coup de pied, le bébé donna un autre coup de pied, plus fort cette fois, comme si elle lui parlait. Cale déglutit difficilement. Ses yeux s'emplirent soudainement, mais il ne sia pas, ne détourna pas le regard, ne le cacha pas. Il le laissa simplement là. Meadow le regarda et sourit. Le premier vrai sourire depuis qu'elle l'avait revu. Pas forcé, pas triste, pas maintenu par l'effort. Juste un sourire doux et chaleureux. Le même sourire qu'elle lui avait autrefois offert dans cette librairie de Brooklyn, cet après-midi lointain. Elle est très active, dit doucement Meadow. Cale déglutit à nouveau, sa voix un peu rauque. Elle tient de sa mère. Meadow laissa échapper un petit rire, et le son se fondit dans le murmure de la fontaine. Et à ce moment-là, dans le jardin tranquille du domaine des Thornton, sous le doux soleil de l'après-midi, tout semblait juste. C'était paisible. C'était comme si les 8 derniers mois de douleur n'avaient jamais eu lieu. Mais la paix n'avait jamais duré longtemps dans le monde de Cale Thornton, et la tempête se préparait déjà quelque part où aucun d'eux ne pouvait encore la voir. Priscilla Hargrove savait que Meadow était au domaine des Thornton avant même que Cale et Meadow ne s'assoient dans le jardin cet après-midi-là. Sa source était un garde de nuit, un homme que la famille Hargrove avait infiltré dans l'équipe de sécurité du domaine dès que les fiançailles avaient été remises en marche. Elle reçut le message à l'aube, bref et précis, disant tout ce qu'il fallait dire. Thornton a ramené une femme enceinte à la maison la nuit dernière. Elle a dormi dans le salon du premier étage. Priscilla lut le message 2 fois. Puis elle appela son père.
Raymond Hargrove écouta sa fille en silence, sans l'interrompre, sans en demander plus. Quand elle eut fini, il resta silencieux quelques secondes de plus avant de parler enfin. Sa voix était aussi calme que s'il discutait de la météo. Qui est-elle? L'ancienne femme de Cale, Meadow Sinclair. Elle est enceinte. Raymond ne demanda pas de qui était l'enfant. Cela ne l'intéressait pas. Ce qui importait, c'était que Cale Thornton, l'homme choisi pour unir les deux plus grands empires criminels d'Amérique, l'homme qui avait signé un accord de fiançailles avec sa fille, venait de ramener son ex-femme enceinte chez lui, la nuit même de ses fiançailles. Raymond comprit immédiatement le calcul. Si Cale rompait les fiançailles, l'alliance entre les Thornton et les Hargrove s'effondrerait. Chaque accord territorial, chaque route commerciale commune, chaque ligne qui avait pris des années de négociations à construire disparaîtrait. Et quand cette alliance s'effondrerait, un vide de pouvoir s'ouvrirait. Les ennemis le sentiraient. Une guerre entre familles s'enflammerait. Des gens mourraient. Il ne s'agissait pas du rejet de sa fille par un homme. Il s'agissait de survie. « Laisse-moi m'en occuper », dit Raymond. Puis il raccrocha. Plus tard cet après-midi-là, Cale quitta le domaine. Une réunion avec des partenaires commerciaux dans le bas de Manhattan ne pouvait être reportée. Le genre de réunion qui, si elle était manquée, susciterait des soupçons. Et les soupçons dans ce monde étaient l'odeur du sang dans l'eau. Sterling l'accompagna, comme toujours. Avant de partir, Cale donna pour instruction à l'équipe de sécurité en place de garder le domaine sécurisé et de s'assurer que Meadow ne manque de rien. Il ne savait pas que parmi ses gardes se trouvaient des yeux qui surveillaient pour quelqu'un d'autre. 30 minutes après que la voiture de Cale eut disparu à travers les grilles, une autre berline noire s'arrêta devant le domaine. Deux hommes en sortirent, vêtus de costumes noirs, de chaussures cirées, les cheveux soigneusement peignés en arrière. Pas d'armes visibles, rien d'ouvertement menaçant. Ils ressemblaient à des avocats ou à des banquiers, le genre de personnes que les gardes de la grille n'avaient aucune raison de refuser. Surtout quand l'un des gardes de nuit avait déjà arrangé l'ouverture des grilles pour eux. Meadow était assise dans le salon, lisant un livre qu'elle avait trouvé sur l'une des étagères, lorsqu'un membre du personnel de la maison l'informa que des visiteurs étaient arrivés. Elle entra dans le couloir et vit les deux hommes debout dans le hall. Celui de devant sourit poliment et fit un petit signe de tête. « Mademoiselle Sinclair, Monsieur Raymond Hargrove aimerait vous voir. Juste une brève conversation. » Meadow s'arrêta sur place. Elle ne savait pas à quoi ressemblait Raymond Hargrove, mais elle connaissait le nom. Le père de Priscilla, le parrain de la mafia du Sud, l'homme que les fiançailles de Cale étaient censées apaiser. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle. L'homme continua de sourire. « Monsieur Hargrove respecte votre temps. Juste quelques minutes. La voiture attend déjà dehors. » Meadow les regarda tous les deux, puis elle regarda le garde du domaine qui se tenait à proximité. Le garde qui aurait dû empêcher des étrangers d'entrer dans la maison et qui pourtant se tenait là, immobile comme une statue. Elle comprit que ce n'était pas une invitation. Le refus n'était pas une option. Elle pouvait crier, elle pouvait appeler Cale, elle pouvait essayer de courir. Mais elle était enceinte de 8 mois, seule dans un domaine avec une équipe de sécurité compromise. Et les deux hommes qui se tenaient devant elle, malgré toute leur politesse, avaient des yeux aussi froids que l'acier. Meadow déglutit difficilement. Elle prit son manteau et monta dans la voiture. La berline sortit en douceur par les grilles du domaine, traversa les rues du haut de Manhattan, en direction de Midtown. Meadow était assise sur la banquette arrière, entre les deux hommes. Le poids de sa grossesse pesait lourdement sur ses cuisses. L'espace semblait trop étroit, l'air trop épais. La peur monta de son estomac, se propagea dans sa poitrine et se serra fort autour de sa gorge. Elle ne savait pas où il l'emmenait, ne savait pas ce que Raymond voulait, ne savait pas si elle reviendrait. Mais alors, le bébé donna un léger coup de pied, juste sous la main posée sur son ventre. Et Meadow se souvint du moment dans le jardin cet après-midi-là, se souvint de la chaleur de la main de Cale contre la sienne, se souvint de la façon dont ses yeux s'étaient écarquillés quand le bébé avait donné un coup de pied, se souvint du ton rauque de sa voix quand il avait dit « Elle tient de sa mère ». Elle prit d'une profonde inspiration, pressa sa main un peu plus fermement sur son ventre et essaya de rester calme. La voiture s'arrêta devant un immeuble en grès brun à Midtown, sans enseigne, sans garde à l'extérieur. Seulement une lourde porte en chêne avec une poignée en laiton poli.
Le genre d'endroit qu'un passant ordinaire supposerait être un cabinet d'avocats ou un club privé pour la haute société. Et c'était un club privé. Seulement, les membres ici ne réglaient pas leurs différends par l'intermédiaire d'avocats. Les deux hommes escortèrent Meadow à travers la porte, le long d'un couloir lambrissé de bois sombre, devant un bar vide imprégné de l'odeur des cigares et du cuir, et dans une salle privée au bout du deuxième étage. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, la pièce était plus petite qu'elle ne l'avait prévu. Un bureau en bois, deux fauteuils en cuir, une lampe de table projetant une douce lueur ambrée, des rideaux tirés fermement sur les fenêtres, et assis derrière le bureau, un homme. Raymond Hargrove, 62 ans, cheveux argentés soigneusement peignés en arrière, peau hâlée, un visage ridé par l'âge, mais des yeux vifs comme des lames. Il portait un costume 3 pièces gris sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise laissé ouvert. Il ressemblait plus à un homme d'affaires à la fin d'une longue journée qu'au parrain de la mafia qui dirigeait la moitié du sud des États-Unis. Il ne se leva pas quand Meadow entra. Il la regarda seulement avec des yeux gris-bleu froids, évaluant, mesurant, notant chaque détail. Le visage plus mince, le ventre lourd de la grossesse, les chaussures usées qu'elle n'avait pas eu le temps de changer, la main posée protectricement sur son ventre. Il désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous, mademoiselle Sinclair. » Meadow s'assit, non par politesse, mais parce que ses jambes avaient commencé à lui faire mal et que le bébé en elle semblait plus lourd à chaque heure qui passait. Raymond resta assis en silence pendant quelques secondes, l'observant, puis parla d'un ton si calme que c'en était presque dérangeant. Comme s'il discutait d'un contrat immobilier plutôt que d'être assis en face d'une femme enceinte qu'il venait de faire amener ici. « Je ne vous déteste pas, mademoiselle Sinclair. Vraiment, je n'ai aucune raison de vous détester. Vous êtes simplement une fille qui a aimé le mauvais homme au mauvais moment. » Meadow ne répondit pas. Raymond continua. « Mais vous créez un problème très sérieux, et je ne pense pas que vous compreniez pleinement à quel point ce problème est sérieux. » Il se pencha en avant, les coudes sur le bureau. « Les fiançailles entre ma fille et Cale Thornton ne sont pas une question de sentiment. C'est un accord entre deux empires. Territoire, routes commerciales, alliance de protection. Tout est partagé et équilibré par ce mariage. S'il s'effondre, l'équilibre disparaît. Un vide de pouvoir apparaît. Et quand il y a un vide, les gens le remplissent avec du sang. Il dit sang comme un autre homme dirait sel, ordinaire, familier, sans poids émotionnel. Rompre cet accord signifie la guerre. Pas une guerre sur papier, une vraie guerre. De vrais morts. Pas une ou deux personnes. Des dizaines. Meadow déglutit difficilement. Sa main se serra un peu plus sur son ventre. Raymond la fixa un instant de plus, puis ouvrit un tiroir de bureau, en sortit une épaisse enveloppe et la posa sur le bureau entre eux. 200 000 dollars en espèces. Il poussa l'enveloppe vers elle. Assez pour que vous puissiez recommencer n'importe où. Californie, Texas, Europe, où que vous choisissiez. Il se pencha en arrière dans son fauteuil à l'aise. La condition est simple. Quittez New York ce soir. N'ayez plus aucun contact avec Cale Thornton. Jamais. Le silence s'installa dans la pièce. Meadow regarda l'enveloppe posée sur le bureau. Épaisse, lourde, 200 000 dollars. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Assez pour louer un appartement décent, acheter des choses pour le bébé, payer les factures de l'hôpital et vivre confortablement pendant des années sans porter des plateaux d'alcool en étant enceinte de 8 mois. Elle regarda l'enveloppe, puis Raymond, puis son ventre, et quelque chose en elle, quelque chose que 8 mois de difficulté avaient forgé en acier, quelque chose aiguisé par toutes les nuits où elle avait pleuré seule, puis essuyé son visage et était allée travailler le lendemain matin. Cette chose se souleva. Meadow repoussa sa chaise et se leva lentement, à cause du poids du bébé, mais le dos droit et les yeux fixés sur Raymond Hargrove. « J'ai vécu seul pendant 8 mois, Monsieur Hargrove. » Sa voix ne trembla pas. Pour la première fois depuis très longtemps, sa voix ne trembla pas. Enceinte, travaillant comme serveuse, faisant la vaisselle, nettoyant des maisons, dormant dans un appartement où la serrure de la porte d'entrée s'est cassée au 3e mois et où le propriétaire n'a jamais pris la peine de la réparer. Je n'ai pas besoin de votre argent pour survivre. Je l'ai déjà prouvé. Raymond haussa un sourcil, une petite réaction, à peine visible, mais elle était là.
Il n'était pas habitué à ce qu'on lui refuse quelque chose, surtout pas par une femme mince de 27 ans, très enceinte, et debout devant lui dans des vêtements empruntés à la maison des Thornton. Meadow continua. Et ma fille n'est pas une marchandise que vous pouvez évaluer à 200 000 dollars. Elle dit ma fille sur un ton que personne ne pouvait confondre avec autre chose qu'une protection absolue. Raymond la regarda, pendant un long moment, pas en colère, pas ouvertement surpris, seulement le regard d'un homme qui avait passé 62 ans dans un monde où le courage était rare et se terminait souvent par la mort. Vous êtes courageuse, mademoiselle Sinclair, dit-il enfin, sa voix inchangée. Mais le courage ne vous garde pas en sécurité. Ce n'était pas une menace directe, c'était pire, c'était la vérité. Meadow sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne se rassit pas. Je veux rentrer chez moi. Raymond la regarda quelques secondes de plus, puis il hocha la tête une fois, lentement. Ramenez mademoiselle Sinclair. Les deux hommes ouvrirent la porte. Meadow sortit de la pièce, le dos toujours droit, les pas toujours assurés, jusqu'à ce qu'elle passe hors du champ de vision de Raymond. Alors, ses mains se mirent à trembler, et Raymond resta seul dans la pièce, regardant l'enveloppe avec les 200 000 dollars toujours intacts sur le bureau. La fille l'avait refusé. Il tourna la bague à son doigt, ses yeux devenus froids. Tout venait de devenir beaucoup plus compliqué. La berline noire ne ramena pas Meadow jusqu'aux grilles du domaine des Thornton. Elle s'arrêta à un coin de rue, à 4 pâtés de maisons, dans un quartier calme du haut de Manhattan. L'homme sur le siège avant se tourna pour la regarder et offrit un sourire poli. « Vous pouvez marcher d'ici, mademoiselle Sinclair. Passez une agréable soirée. » C'était délibéré. Il ne la ramenait pas jusqu'au bout pour que les caméras de sécurité du domaine n'enregistrent pas la voiture. Propre, sans trace. Exactement le style de Raymond Hargrove. Mais Meadow sortit. La porte se referma derrière elle et la berline s'éloigna, disparaissant dans le faible flot de la circulation nocturne. Elle se tenait seule sur le trottoir. La nuit de Manhattan était bien plus froide qu'elle ne l'avait été cet après-midi-là. Le vent soufflait le long de la rue, traversant le manteau emprunté et s'infiltrant dans sa peau. Elle commença à marcher. 4 pâtés de maison. Dans des circonstances normales, cela aurait pris 7 ou 8 minutes. Mais avec une grossesse de 8 mois, des jambes enflées et douloureuses et un corps qui avait déjà trop enduré au cours des dernières 24 heures, chaque pas semblait comme si elle traînait des pierres. Elle parcourut la première moitié du pâté de maison avant que la première contraction ne la frappe. Pas le léger resserrement auquel elle s'était habituée ces dernières semaines. C'était autre chose, fort, aigu, comme si quelqu'un avait enroulé une bande d'acier autour de son bas-ventre et l'avait tordu fort. Meadow s'arrêta de marcher, une main agrippant la rampe en fer devant une maison de ville, sa respiration devenant rapide. Elle resta immobile et attendit que la douleur passe, se disant que ce n'était rien, seulement de fausses contractions, seulement son corps réagissant au stress. Ça allait passer. Elle lâcha la rampe et continua de marcher. Elle réussit à faire 10 pas avant que la deuxième ne la frappe. Plus fort, plus violent. Une douleur si féroce qu'elle se plia en deux. Les deux bras se serrant autour de son ventre, la bouche s'ouvrant sans un son. La douleur roula de son bas-ventre dans son dos, le long de ses cuisses jusqu'à sa poitrine. Elle s'agrippa au lampadaire le plus proche, respirant par halètements saccadés, une sueur froide perlant sur son front, même si l'air était à peine au-dessus de zéro. Puis elle le sentit. Un filet chaud coulant le long de ses jambes, lent au début, puis plus rapide, trempant ses vêtements, jusqu'à ses chaussures. Elle venait de perdre les os. Meadow baissa les yeux vers ses pieds, ses yeux s'écarquillant, et la panique qu'elle avait contenue pendant tant de mois se déchaîna enfin. Le bébé arrivait. Son bébé arrivait maintenant sur un trottoir, dans la nuit froide. Qui sait à quelle distance d'un hôpital? Elle sortit son téléphone de la poche de son manteau avec des mains tremblantes. Ses doigts glissèrent sur l'écran. La sueur sur sa peau empêchait le téléphone de répondre. Elle essaya de le déverrouiller, essaya de composer un numéro, mais une autre contraction s'abattit sur elle comme un raz de marée et le téléphone lui glissa des mains et heurta le béton. Meadow s'affaissa sur le trottoir, le dos contre le lampadaire, les deux bras autour de son ventre. Sa respiration venait par courtes inspirations saccadées. La douleur la déchirait de l'intérieur. Elle regarda la rue presque vide. Quelques piétons au loin jetèrent un coup d'œil et continuèrent leur chemin.
Personne ne s'arrêta. Personne ne demanda. Il n'y avait qu'elle et la douleur et le bébé qui essayait de venir au monde par une nuit glaciale de Manhattan. Mais il y avait un homme qui regardait. Sterling avait tout suivi à une distance de 3 voitures. Dès que les hommes de Raymond étaient arrivés au domaine, il les avait reconnus. Pas grâce aux caméras, mais parce qu'il connaissait le visage de chaque homme de l'organisation Hargrove. Cela faisait partie de son travail. Il n'était pas intervenu alors, car Cale était toujours en réunion et il devait rester aux côtés de son patron. Mais il avait appelé l'un de ses propres hommes pour suivre à distance. Et quand la berline transportante Meadow avait quitté le domaine, elle avait été suivie à chaque pâté de maison. Sterling savait qu'elle avait été emmenée au Midtown Club, savait qu'elle y était restée 40 minutes, savait qu'elle en était ressortie le dos droit, mais les mains tremblantes. Et quand la berline l'avait déposée à 4 pâtés de maison du domaine et était partie, Sterling savait que c'était aussi délibéré. Il suivait la situation par téléphone quand son homme rapporta. Elle est à terre sur le trottoir. On dirait qu'elle a mal. Quelque chose coule sur le pavé. Sterling appela Cale en moins de 3 secondes. Cale était assis dans une salle de conférence dans le bas de Manhattan, en face de 3 partenaires commerciaux, au milieu d'une négociation valant des millions. Son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Sterling. Il répondit. Meadow, elle est en train d'accoucher. 84e et Madison. Cale se leva au milieu d'une phrase de l'un des hommes en face de lui. Sa chaise bascula en arrière. Il n'expliqua rien, ne s'excusa pas, ne regarda pas en arrière. Il sortit de la salle de réunion, descendit le couloir, entra dans l'ascenseur et directement dans la voiture qui tournait déjà au ralenti à l'extérieur. 84e et Madison, l'itinéraire le plus rapide. La voiture fusa à travers Manhattan comme une balle noire. Cale était assis sur la banquette arrière et, pour la première fois de sa vie, il pria. Ne sachant pas qui il priait, ne sachant pas exactement ce qu'il demandait, répétant seulement dans son esprit qu'elle devait aller bien, que le bébé devait aller bien, qu'elle devait aller bien. 7 minutes plus tard, la voiture s'arrêta. Cale était dehors avant que le moteur ne se soit complètement arrêté. Et puis il la vit. Meadow était assise sur le trottoir, le dos contre un lampadaire. Le visage blanc comme du papier, la sueur trempant ses cheveux contre son front, les 2 bras enroulés autour de son ventre, la bouche ouverte et la respiration saccadée. Il courut vers elle et tomba à genoux devant elle. Meadow. Elle le regarda avec des yeux pleins de larmes et de douleur. J'ai peur. Cale glissa un bras sous son dos et l'autre sous ses genoux et la souleva. Elle était si légère que quelque chose de vif se tordit dans sa poitrine. Elle s'agrippa à sa chemise, sa tête tombant contre son épaule. Et la contraction suivante frappa assez fort pour la faire crier juste à côté de son oreille. « Je suis là, dit-il, sa voix ferme, même si à l'intérieur il se brisait. « Je suis là. » Il la porta dans la voiture. La voiture fonça vers l'hôpital. Les contractions venaient plus fort maintenant, plus rapprochées, plus vives à chaque minute qui passait. Meadow écrasait sa main chaque fois que la douleur frappait, et Cale tenait bon tout aussi fermement. La main d'un parrain de la mafia, tremblant pour la première fois de sa vie, à cause de quelque chose qui n'était pas la peur pour lui-même, mais la peur pour la femme qu'il aimait et l'enfant qu'il n'avait pas encore eu la chance de rencontrer. La voiture déchira l'entrée des urgences du Mount Sinai assez vite pour que les pneus crissent contre le pavé mouillé. Cale sortit Meadow de la voiture avant même que Sterling ne puisse ouvrir la porte. Elle s'agrippait toujours à sa chemise, le visage blanc comme du papier, la sueur trempant ses cheveux, et les contractions étaient si rapprochées maintenant qu'il n'y avait presque plus d'espace entre elles. Le personnel des urgences se précipita avec un brancard. Cale l'allongea dessus, mais sa main ne lâcha pas sa chemise. « Ne pars pas. »« Je ne vais nulle part. » Ils la firent rouler à travers des couloirs baignés de lumière fluorescente, à travers des portes battantes et jusqu'à la maternité. Le médecin de garde de nuit l'examina rapidement et confirma ce que Cale savait déjà. Elle était en travail actif. Le bébé arrivait. Meadow fut transféré dans la salle d'accouchement. La pièce était claire et blanche. Pourtant l'odeur âcre de l'antiseptique, tandis que le moniteur à côté d'elle maintenait son rythme de bips régulier. Les infirmières préparaient les instruments avec une précision rapide et exercée. Le médecin se tenait au pied du lit, calme et concentré,
et Cale se tenait à côté de Meadow, sa main serrant la sienne si fort que ses jointures étaient devenues blanches. La contraction suivante frappa et Meadow cria. Pas le petit son qu'elle avait essayé d'avaler plus tôt. C'était un cri arraché directement des poumons, brut, douloureux, réel. Elle se recroquevilla sur le lit, son visage se crispant, les larmes coulant librement sans contrôle. « Je ne peux pas », murmura-t-elle entre les contractions, sa voix se brisant. « Je ne peux pas. » Cale se pencha près de son visage. Sa voix, la voix que le monde interlope ne connaissait que sous deux formes, l'ordre ou la menace, était douce maintenant, d'une manière dont même lui ne se savait pas capable. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, Meadow. Tu as survécu 8 mois seul. Tu t'es tenu devant Raymond Hargrove et tu n'as pas reculé. Tu es plus forte que quiconque j'ai jamais rencontré. Et tu peux le faire. Tu m'entends? Tu peux le faire. » Meadow le regarda à travers ses larmes. Ses yeux bruns et chauds rencontrèrent ses yeux gris et froids. Et là, dans cette salle d'accouchement claire et blanche, au milieu d'une douleur déchirante, elle trouva quelque chose dans son visage à quoi s'accrocher. Le médecin prit la parole. « Quand la prochaine contraction arrivera, j'ai besoin que vous poussiez. Poussez de toutes vos forces. » Meadow hocha la tête et serra plus fort la main de Cale. La contraction vint. Elle poussa, cria, poussa à nouveau. Son corps se cambra, les tendons de son cou ressortant, la sueur coulant sur sa peau. Cale lui tenait la main, ne la quittant jamais des yeux, ne bougeant jamais de son côté, ne bronchant jamais, même si ses cris lui transperçaient la poitrine. « C'est bien. Continuez. Je vois la tête du bébé, » dit le médecin. Meadow poussa à nouveau. Ça faisait si mal qu'elle pensa que son corps pourrait se fendre en deux. Elle serra la main de Cale assez fort pour être certaine d'avoir dû casser quelque chose, mais il ne grimaça même pas. Encore une fois, la dernière fois. Meadow prit une profonde inspiration, regarda Cale et poussa une dernière fois avec tout ce qui lui restait. Avec toute sa solitude accumulée, tout le poids de sa peur et chaque seconde d'amour pour cet enfant, assez pour tout endurer seul. Puis le cri vint, petit, mais fort, clair, vivant. La pièce, si tendue qu'elles avaient presque cessé de respirer, s'ouvrit sous ce son minuscule. Le premier cri d'une nouvelle vie entrant dans le monde. Meadow retomba contre les oreillers, complètement épuisé, sa poitrine se soulevant et s'abaissant fortement, les larmes coulant sans s'arrêter. « Une fille, » dit le médecin, « en bonne santé. » Une infirmière nettoya le bébé, l'enveloppa dans une couverture rose pâle et la plaça dans les bras de Meadow. Elle baissa les yeux sur le minuscule visage rouge, encore tout plissé d'indignation contre le monde. Les yeux du bébé étaient fermés. Sa petite bouche s'entr'ouvrit, ses minuscules doigts se recroquevillèrent contre la couverture. Les larmes de Meadow tombèrent sur le tissu doux autour de sa fille. « Elle est si belle, » murmura-t-elle, sa voix brisée par les pleurs et par le bonheur. Le genre de bonheur qu'elle n'avait pas cru pouvoir ressentir à nouveau. Cale se tenait à côté d'elle, regardant vers le bas. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, des choses belles et des choses terribles. Mais rien n'avait jamais ressemblé à cela. Le bébé ouvrit les yeux. Elle ne pouvait pas encore vraiment voir, seulement ses yeux de nouveau-né troubles, gris-bleu et non focalisés. Mais ils se tournèrent vers lui. Puis, une minuscule main se leva et ses petits doigts s'enroulèrent autour de l'index rugueux de la main de Cale. Ce doigt avait appuyé sur des gâchettes, avait signé des ordres de destruction, s'était crispé lors de négociations en équilibre entre la vie et la mort. Mais maintenant, il tremblait. Tremblait parce qu'une petite fille pesant moins de 3 kilogrammes s'y accrochait, et ce sentiment était plus fort que tout ce qu'il avait jamais vécu. Les yeux de Cale s'emplirent. Il ne sia pas, ne les essuya pas, ne les cacha pas. Pour la première fois depuis la nuit où Meadow l'avait quitté, des larmes coulèrent, silencieuses, coulant sur son visage et tombant sur sa manche. « Winslow, » dit Meadow, sa voix fatiguée mais chaude, ses yeux ne quittant jamais leur fille. « Je veux l'appeler Winslow. » Cale regarda le bébé, regarda Meadow et sourit. Un vrai sourire. Pas un sourire de politesse, pas un sourire pour menacer, pas un sourire pour se cacher. Le genre de sourire que tout l'Empire de la Côte Est n'avait jamais vu. Un sourire qui n'appartenait qu'à cet après-midi dans la librairie de Brooklyn et qui appartenait maintenant aussi à cette petite salle d'accouchement. Parfait. Quelques heures après la naissance de Winslow,
La chambre d'hôpital s'installa dans le genre de calme qui n'appartient qu'aux heures suivant un accouchement. Les lumières avaient été tamisées au plus doux. Winslow dormait dans le berceau d'hôpital en plastique transparent, enveloppé dans une couverture rose. Son minuscule visage était si paisible que la simple vue de sa respiration suffisait à calmer toute la pièce. Meadow était allongé dans son lit, épuisé mais éveillé, ses yeux bruns suivant chaque montée et descente de la poitrine de sa fille. Elle s'était lavée, avait enfilé une chemise d'hôpital propre, et pour la première fois depuis très longtemps, son visage portait une paix réelle. Pas la paix étendue de quelqu'un qui cache sa douleur, mais la paix de quelqu'un qui a enfin déposé un fardeau. Cale était assis sur la chaise à côté du lit, un bras reposant le long du berceau, ses doigts effleurant de temps en temps la couverture du bébé. Il n'avait pas dormi une seule minute depuis la nuit précédente. Pourtant, ses yeux étaient alertes, brillants et éclairés par quelque chose que personne n'y avait jamais vu auparavant. Puis la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit, sans frapper, sans avertissement. Cale entendit la charnière et fut sur ses pieds en un instant, son corps se mettant automatiquement en position de défense, l'instinct de protection en lui affiné par des décennies dans le monde interlope. Mais l'homme qui entra n'était pas un ennemi. Brantley Thornton se tenait sur le seuil. 65 ans, grand, mince, le visage sévère, comme taillé dans le granit. Ses cheveux argentés étaient coupés net. Il portait un manteau de laine noire. Son dos était aussi droit que celui d'un homme qui n'avait jamais appris à s'incliner. Ses yeux étaient exactement ceux de Cale, seulement plus froids, plus durs. Le genre de froid qui appartenait à un homme qui avait trop vu dans la vie pour être facilement ému par quoi que ce soit. Cale et son père se regardèrent. 2 ans depuis que les mots « tu n'existes plus » avaient été prononcés dans le bureau du domaine familial. 2 ans sans se voir, sans se parler, sans reconnaître l'existence de l'autre, sauf par des arrangements commerciaux froids après le retour de Cale. Cale se plaça entre Brantley et le berceau, ses larges épaules formant une barrière, son instinct de protection plus fort que toute pensée rationnelle. Mais Brantley ne regarda pas son fils. Il ne regarda pas Meadow. Ses yeux allèrent directement au berceau transparent où Winslow dormait. Il s'avança lentement, chaque pas lourd sur le sol de l'hôpital. Cale ne l'arrêta pas, mais son corps resta tendu comme un fil, prêt à réagir au moindre faux mouvement. Brantley s'arrêta au berceau, regarda en bas. Winslow était enveloppé de rose, ses minuscules doigts recroquevillés, ses petites lèvres bougeant faiblement dans son sommeil. Elle était si petite qu'elle semblait presque perdue dans la couverture de l'hôpital. Le silence s'étira assez longtemps pour que Meadow retienne son souffle dans son lit. Assez longtemps pour que Cale puisse entendre les battements de son propre cœur dans ses oreilles. Puis Brantley tendit une main. Une main de 65 ans. La main qui avait bâti l'Empire Thornton à partir d'un gang de rue pour en faire l'organisation la plus puissante de la côte Est. La main qui avait signé des décisions décidant qui vivaient et qui mouraient. Cette main toucha la joue de Winslow et trembla. Brantley Thornton, l'homme que tout le monde interlope croyait sans cœur, tremblait en touchant la joue de sa petite fille nouveau-née. Winslow bougea, puis elle ouvrit les yeux. Ses yeux de nouveau-né troubles, bleus, gris et non focalisés, regardèrent vers le haut, ne voyant rien clairement, ne comprenant rien, et pourtant se tournant exactement vers l'endroit où se tenait son grand-père. Brantley déglutit difficilement, sa mâchoire se serra, puis se relâcha, se serra, puis se relâcha, comme s'il combattait quelque chose en lui-même qu'il n'avait pas l'habitude d'affronter. Puis il se tourna, non pas vers Cale, mais vers Meadow. Pour la première fois de sa vie, Brantley Thornton regarda directement dans les yeux de la femme qu'il avait autrefois considérée comme la raison pour laquelle son fils avait trahi la famille. Meadow le regarda en retour. Elle ne détourna pas les yeux. Elle n'avait pas peur. Elle était seulement fatiguée et calme. Elle ressemble à sa mère, dit Brantley. Sa voix était plus rauque que Meadow ne l'avait imaginé. Pas froide, pas chaude, seulement la voix d'un homme disant une vérité qu'il n'avait pas prévu de dire à voix haute. Meadow ne sut que dire. Elle le regarda simplement et fit un petit signe de tête. Brantley se tourna vers Cale. Père et fils se firent une face. « Hargrove ne sera pas content, » dit Brantley. « Je sais. » Le silence s'installa de nouveau entre eux. Mais cette fois, il était différent de toutes les fois précédentes. Pas le silence du reniement, pas le silence de la colère.
C'était le silence de deux hommes évaluant le terrain et calculant le prochain coup. Puis Brantley hocha lentement la tête une fois. Alors, nous nous préparons. 4 mots. Pas des excuses. Brantley Thornton n'était pas du genre à s'excuser. Pas non plus un pardon. Il ne dit pas qu'il avait eu tort de renier son fils. Il ne dit pas qu'il acceptait Meadow. Il ne dit pas qu'il regrettait quoi que ce soit. Mais nous était plus grand que toutes ces choses. Nous signifiait qu'il n'était plus de l'autre côté. Nous signifiait qu'il se tenait aux côtés de son fils. Nous signifiait que lorsque la guerre avec Hargrove viendrait, et elle viendrait, Cale ne l'affronterait pas seul. Pour la première fois en 2 ans, le père se tenait avec le fils. Brantley regarda Winslow une dernière fois. Puis il se tourna et sortit de la pièce sans regarder en arrière, sans dire un autre mot. La porte se referma derrière lui. Meadow laissa échapper un souffle, soulagée comme si elle venait de déposer un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait. Elle regarda Cale. Il fixait la porte qui venait de se fermer. Et sur le visage du parrain de la mafia de la côte Est vacilla une expression que Meadow n'avait jamais vue auparavant. Le soulagement et l'espoir. Le lendemain matin, la première lumière du jour filtrait par la fenêtre de l'hôpital, peignant une ligne dorée et chaude sur le carrelage blanc. Winslow dormait paisiblement dans les bras de Meadow, son minuscule visage reposant contre la poitrine de sa mère, sa respiration douce et régulière comme des ailes de papillon. Meadow regarda sa fille, ses doigts effleurant légèrement la fine couche de cheveux sur la tête du bébé, et ressentit un amour si féroce que sa poitrine lui en faisait mal. Mais la paix n'effaçait pas la peur. Elle savait que le monde au-delà de la porte de la chambre d'hôpital n'était pas paisible. Raymond Hargrove était assis quelque part à Midtown avec son enveloppe rejetée de 200 000 $ et sa fierté blessée. Priscilla brûlait de colère face à l'humiliation qu'elle croyait avoir subie. L'effondrement des fiançailles signifiait l'effondrement de l'alliance, et l'effondrement de l'alliance signifiait la guerre. Le sang coulerait, des gens mourraient, et Meadow savait qu'elle en était, une fois de plus. Quand Cale était assise sur la chaise à côté du lit, les yeux sur elle, il avait mis des vêtements propres que Sterling avait apportés tôt ce matin-là. Mais les cernes sous ses yeux montraient qu'il n'avait toujours pas dormi. Il était simplement resté assis toute la nuit, regardant Meadow et Winslow, comme s'il avait peur que s'il fermait les yeux, elles disparaîtraient à nouveau. Meadow parla la première. Sa voix était petite, fatiguée, mais portait le poids de la décision qui se formait dans son esprit depuis que Brantley était sorti de la chambre la nuit précédente. « Je devrais partir, Cale, avant que les choses n'empirent. » Cale ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, ses yeux ni en colère, ni surpris, seulement tristes. Triste à la manière d'un homme qui avait entendu ces mots trop de fois de la même personne. « Tu as déjà essayé, » dit-il doucement. « Il y a 8 mois. Est-ce que ça a marché? » Meadow ne dit rien. Elle baissa les yeux sur Winslow, qui dormait dans ses bras. 8 mois de solitude, 8 mois de peur, 8 mois à se dire que partir avait été un acte d'amour. Mais au fond d'elle, elle savait que cela les avait presque détruits tous les deux. « Tu pensais que partir me protégerait, » continua Cale. « Mais sais-tu ce que je suis devenu après ton départ? Je suis devenu quelque chose que tu n'aurais pas reconnu. Plus froid, plus impitoyable. Je me fichais de qui vivait ou mourait parce que la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être meilleure était partie. » Meadow sentit des larmes monter, mais elle lutta pour les retenir. Elle avait déjà trop pleuré. Pendant 8 mois, elle s'était dit qu'elle devait être forte, devait être dure, devait endurer. Mais Cale n'avait pas fini. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit quelque chose que Meadow ne s'attendait jamais à voir. Une petite boîte en velours noir, usée, les coins un peu effilochés. Elle la reconnut instantanément et son souffle se coupa. Cale ouvrit le couvercle. À l'intérieur, la fine bague en argent reposait sur le velours. Simple. Pas de diamants, pas d'or blanc, seulement la bague la moins chère qu'un homme pouvait se permettre après avoir été renié par son père, dépouillé de tout. Une bague qu'il avait achetée pour la femme qu'il aimait à la mairie de Brooklyn cet après-midi-là. Meadow regarda la bague et tous les murs qu'elle avait construits au cours des 8 derniers mois s'effondrèrent d'un coup. Des larmes jaillirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Tu l'as gardée ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Elle n'a jamais quitté le tiroir du bas de mon bureau, » dit Cale. Même quand Priscilla portait une nouvelle bague de fiançailles,
Même quand je me disais que je t'avais oublié, cette bague est restée là, parce que je ne t'ai jamais oublié. Meadow pleurait librement maintenant, des mois de force forcée, une vie entière à ne jamais s'autoriser à être faible devant qui que ce soit. 8 mois à ravaler ses larmes et à aller travailler quand même. Tout cela se brisa dans cette petite chambre d'hôpital sous la lumière du petit matin. Elle pleurait de soulagement, de douleur, d'amour, de regret, de tous les sentiments qu'elle avait enfermés trop longtemps et qui étaient enfin libérés. Cale se leva, puis s'assit sur le bord du lit à côté d'elle, prenant sa main gauche, celle qui ne tenait pas Winslow. Il la tint dans la sienne, son pouce caressant doucement le dos rugueux de sa main. « Je sais que le monde extérieur est dangereux, dit-il. Je sais que Hargrove ne laissera pas passer ça. Je sais qu'il y aura la guerre. Mais je préfère combattre le monde entier avec toi, à mes côtés, que de vivre en paix sans toi. » Il la regarda droit dans les yeux, et ses yeux ne contenaient maintenant aucune froideur, aucun acier, seulement une honnêteté absolue. « Meadow Sinclair, épouse-moi à nouveau. » Meadow regarda la bague dans la boîte en velours, regarda Cale, regarda Winslow, dormant paisiblement dans ses bras. 3 choses, la vieille bague, l'homme qu'elle aimait, et la fille qu'ils avaient en fait ensemble. 8 mois de solitude se terminèrent par un seul mot. Oui. Cale prit la bague de la boîte en velours et la glissa à son doigt, lentement, doucement, comme il l'avait fait la première fois à la mairie de Brooklyn. Mais cette fois, elle portait plus de poids, plus de sens, car cette fois, ils connaissaient le prix de se perdre l'un l'autre. Meadow regarda la bague à sa main et sourit à travers ses larmes. Est-ce que ça durera cette fois? Cale la regarda Winslow, puis de nouveau elle. Cette fois, personne ne nous séparera. Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, Manhattan flamboyait sous le soleil matinal. La ville s'éveillait. Des millions de personnes commençaient une nouvelle journée. Ignorant que dans une petite chambre d'hôpital au 5e étage du Mount Sinai, une famille venait de recommencer. Raymond Hargrove était assis dans son club de Midtown, tournant la bague à son doigt, les yeux froids, calculant son prochain coup. Priscilla regardait par la fenêtre de son penthouse, furieuse et humiliée, jurant qu'elle ne laisserait pas les choses se terminer ainsi. La guerre approchait, la tempête se formait à l'horizon. Mais dans cette petite chambre d'hôpital, Cale Thornton était assis à côté de Meadow Sinclair, regardant leur fille, Winslow, dormir dans les bras de sa mère. Et pour la première fois depuis très longtemps, il sentit qu'il était chez lui. Pas au domaine, pas dans l'Empire, mais chez lui, à leur côté. Leur histoire ne s'était jamais vraiment terminée. Elle n'attendait qu'une seconde chance. Et cette fois, leur amour ne s'enfuirait pas. Peut-être que la vie ne nous offre pas toujours des choix faciles. Parfois, aimer quelqu'un signifie se dresser contre le monde entier. Parfois, le sacrifice n'est pas de partir. Parfois, c'est de rester, même quand on sait que la route à venir est semée d'embûches. Et parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire n'est pas de tenir une arme ou de bâtir un empire, mais d'ouvrir à nouveau son cœur après qu'il a été trop profondément blessé. Meadow nous a appris cela. Elle nous a appris que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir ou l'argent, mais dans la capacité de se lever chaque matin seul, portant un enfant en soi, et de continuer à marcher sans savoir ce que demain apportera. Et Cale nous a appris que peu importe qui vous êtes, peu importe la cruauté de votre monde, il y a toujours un endroit où vous redevenez vous-même. Cet endroit n'est pas un bâtiment ou un empire. Cet endroit est la personne que vous aimez. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au tout dernier moment. Est-ce que cette histoire a touché votre cœur? Avez-vous déjà eu à faire un choix douloureux par amour pour quelqu'un? Partagez-le avec moi dans les commentaires. Je lis chaque ligne et je veux vraiment entendre ce qui vit au plus profond de votre cœur. Si vous croyez que l'amour est plus fort que n'importe quel empire, appuyez sur le bouton j'aime pour que je le sache. Partagez cette vidéo avec un ami, un être cher ou toute personne qui a besoin d'une histoire pour lui rappeler que l'amour en vaut toujours la peine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les nouvelles histoires qui arrivent chaque jour, car ce soir, j'ai une autre histoire qui vous attend. Je souhaite à vous tous qui regardez cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse, des jours paisibles et des cœurs remplis d'amour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.